ma belle-mère a distribué les titres de propriété entre ses 3 belles-filles. Seul j'ai été oublié. Je n'ai absolument rien reçu. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement, discrètement, annulé le forfait de 10 millions d'euros pour le traitement oncologique en Suisse. Quand elle a compris ce qui s'était passé et m'a demandé pourquoi, je lui ai souri et j'ai dit quelque chose qui a fait pâlir toute la famille. Ce jour-là était ensoleillé et magnifique. Une douce lumière dorée inondait le vaste jardin du Port-Chalet, sublimant les compositions d'orchidées que j'avais commandées spécialement à Amsterdam. Le tintement des verres en cristal, les rires joyeux des proches et la douce musique d'ambiance se mêlaient pour créer une scène d'harmonie et d'abondance parfaite. Je restais silencieuse près du bar, un verre d'eau à la main, observant discrètement ma belle-mère. Donia Carmen rayonnait dans sa robe de soirée en velours brodé, assise à la place d'honneur et recevant des éloges sans fin. Son sourire satisfait m'emplissait d'un sentiment amer et indescriptible, car toutes les dépenses de cette somptueuse célébration, du jambon ibérique sur les tables à l'orchestre jouant à proximité, avaient été prélevées sur mon compte personnel. Pendant 5 ans, depuis mon mariage, je n'ai jamais ménagé mes efforts pour les proches de mon mari. Lorsque Donia Carmen a appris qu'elle était atteinte d'un cancer de stade 3, je me suis mobilisé sans relâche pour elle, allant jusqu'à vendre mes bijoux de dot et emprunter de l'argent à des amis pour lui permettre de se faire soigner dans les meilleures cliniques à l'étranger. Je croyais sincèrement que la sincérité et le dévouement seraient un jour récompensés par de l'affection, ou du moins par de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, j'ai réalisé avec horreur à quel point je m'étais trompé, une erreur qui m'avait coûté ma jeunesse et ma fortune. Le micro laissa échapper un long cri strident, attirant l'attention de tous. Donia Carmen se leva, le visage rayonnant, et annonça le moment le plus important de la célébration, la distribution des cadeaux à ses enfants. Elle fit signe à mes 3 belles-sœurs de monter sur scène. L'épouse de Pedro, celle de Miguel et celle d'Andrés, toutes vêtues de robes de soirée éblouissantes, s'avancèrent, souriant comme des fleurs épanouies. Donia Carmen ouvrit lentement un plateau recouvert de velours rouge. À l'intérieur reposaient 3 titres de propriété étincelants, dont le rouge profond me brouillait la vue. Elle déclara solennellement qu'en ce jour heureux, elle avait un petit cadeau pour ses belles-filles, 3 appartements de luxe en plein cœur de Madrid, d'une valeur de 200 000 € chacun. Elle les offrait à Pedro, Miguel et Andrés, ainsi qu'à leurs épouses, afin qu'ils puissent bâtir une vie stable et prospère. Des applaudissements nourris retentirent. Des murmures d'admiration parcoururent la salle, louant la générosité de la belle-mère idéale du pays. Je restai figé, serrant le bord de mon verre jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'attendis en vain d'entendre mon nom, Isabella. Il ne vint jamais. Après avoir remis les 3 titres de propriété, Donia Carmen reprit le micro et me regarda droit dans les yeux. Son regard ne trahissait aucun remords, seulement une froide indifférence. Elle parla d'un ton indulgent. Quant à Isabella, elle est l'aînée et directrice d'une grande entreprise. Elle possède déjà une vaste demeure et ne manque de rien. Je sais que tu es la personne la plus généreuse et compréhensive de la famille, alors je t'en prie, accorde cette bénédiction à tes belles-sœurs. Elles traversent encore des difficultés, et en tant qu'aînée, tu te dois de faire des sacrifices et de prendre soin d'elles. Toute la salle se tourna vers moi. Des regards curieux, scrutateurs, voire compatissants, se fixèrent sur la belle-fille aînée, riche mais mise à l'écart. Mes belles-sœurs me jetaient des coups d'œil du coin de l'œil, incapables de dissimuler leur satisfaction et leur provocation, comme si elles avaient remporté une course à laquelle je n'avais jamais pu participer. Mon mari, Fernando, était assis à une table voisine. Il ne s'est pas levé pour me défendre et n'a pas prononcé un seul mot en ma faveur. Il a simplement baissé la tête, tiré discrètement sur le PAN de ma robe et murmuré, les dents serrées, que je devais sourire et ne pas embarrasser sa mère devant les invités. Ce n'était qu'une maison, a-t-il dit, et il m'a demandé si nous manquions vraiment d'argent. Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase, brisant le dernier espoir qui me restait en ce que nous appelions affection conjugale. Je n'ai pas pleuré, ni fait de scène. J'ai pris une profonde inspiration, enfouissant l'humiliation au plus profond de moi, puis j'ai esquissé un sourire que même moi je sentais glacial. J'ai levé mon verre d'eau vers Donia Carmen comme pour porter un toast, puis je me suis retourné et suis sorti silencieusement sur la terrasse balayée par le vent. La brise du Guadalquivir était chargée d'humidité, mais elle ne parvenait pas à éteindre le feu qui couvait en moi. J'ai sorti mon téléphone. Ma main ne tremblait plus, elle était étrangement stable. J'ai composé un numéro international.
Mon interlocuteur a répondu rapidement d'une voix professionnelle en anglais. J'ai parlé lentement et froidement, saluant le docteur Moreno et l'informant que je souhaitais annuler immédiatement le traitement par cellules souches Platinum Life prévu pour Carmen Alonso le mois prochain. Mon interlocuteur semblait surpris et confirma une nouvelle fois l'annulation de la prestation, estimée à 1 million d'euros, soit environ 10 millions d'euros. À travers la vitre, j'observais Doña Carmen embrasser ses belles-filles, un spectacle rayonnant de bonheur familial. Je répondis fermement, leur ordonnant d'annuler tout, y compris la compte non remboursable, et mis fin à l'appel. Je fixais l'écran noir qui reflétait mon visage. La femme qui me regardait avait les yeux tristes, mais plus aucune résignation. J'avais cru un jour que l'argent importait moins que les liens familiaux, mais ce jour-là, j'ai appris une leçon douloureuse et coûteuse. Quand on utilise son argent pour s'acheter une place dans la famille de quelqu'un d'autre, quand l'argent vient à manquer ou que l'on n'est plus utile, ces liens familiaux disparaissent eux aussi. Ce contrat de 10 millions d'euros était le fruit d'années d'efforts. J'avais mobilisé toutes mes relations pour négocier le prix à 4 millions, payable sur 5 ans. C'était le fruit de toute ma fortune et de tout mon travail, et pourtant, il n'était plus nécessaire. J'ai ajusté ma robe, lissé mes cheveux et suis rentré dans la salle de banquet avec un air étrangement radieux. Mon calme rendait l'atmosphère à table pesante. Doña Carmen, encore sous le coup de l'euphorie, passait d'une table à l'autre, son verre à la main. Son rire strident résonnait dans le grand hall. Lorsqu'elle me vit m'asseoir, elle s'approcha et posa une main sur mon épaule. Ce que j'avais pris pour de l'affection maternelle me semblait maintenant comme un serpent froid qui me chatouillait la peau. Elle supposait que j'avais accepté l'injustice comme toujours, que je resterais la belle-fille obéissante, la tête baissée. Élevant la voix pour que tous les convives l'entendent, elle annonça qu'elle avait déjà tout prévu. Le mois suivant, elle avait son rendez-vous médical à Genève et voulait que je réserve des billets de première classe pour mes beaux-frères, puisqu'ils n'avaient jamais voyagé à l'étranger et pourraient profiter de cette occasion pour s'ouvrir au monde. En tant que belle-fille aînée, disait-elle, c'était mon devoir de prendre soin d'eux. Mes 3 belles-sœurs affichaient un sourire gourmand. La femme de Pedro s'empressa d'intervenir, me remerciant d'avance et me rappelant de réserver un hôtel 5 étoiles, de préférence le Four Seasons, et des chambres pour toute la famille. J'observais leurs visages, illuminés de joie devant mon sacrifice, puis déposai lentement mes couverts sur l'assiette. Le bruit sec contre la porcelaine fut suffisamment fort pour interrompre leurs pensées. Je levai les yeux vers Doña Carmen, lui adressant un doux sourire, et parlai assez fort pour que toute la zone VIP m'entende. « Maman, j'ai oublié de te le dire. Je viens d'appeler Genève et d'annuler ton forfait de soins. Je suis vraiment désolé. Après réflexion, je crois que tu as raison. Mes beaux-frères ont déjà des logements stables, et tu as assez d'argent pour leur acheter 3 appartements d'une valeur de 600 000 euros. Tu as donc sûrement assez pour couvrir tes propres frais médicaux, n'est-ce pas, maman ? La pièce se figea instantanément. Le sourire de Doña Carmen se raidit et se transforma en une expression pitoyable. Ses couverts tombèrent au sol, le bruit résonnant assourdissant dans le silence. Paniquée, elle balbutia, me demandant ce que j'avais dit et ce que j'avais annulé, insistant sur le fait que c'était impossible, que c'était sa vie et le médicament qui la sauverait. J'ai sorti mon téléphone calmement, ouvert l'enregistrement audio de la confirmation d'annulation de l'hôpital qui venait d'arriver par courriel et activé le haut-parleur. La voix de l'opératrice confirmait clairement l'annulation. J'ai regardé Doña Carmen droit dans les yeux et lui ai expliqué froidement les chiffres. Le forfait affichait un prix catalogue de 1,1 million d'euros, soit environ 10 millions d'euros. J'avais négocié un tarif préférentiel de 4 millions d'euros sur 5 ans et j'avais déjà réglé la première tranche, mais la suivante nécessitait des fonds supplémentaires. Comme elle avait généreusement offert des appartements d'une valeur de 600 000 euros à mes belles-sœurs, il me semblait juste que les 10 millions d'euros nécessaires à la prochaine étape de son traitement soient partagés équitablement entre mes 3 belles-filles. Je me suis tourné vers mes belles-sœurs, dont le visage s'était flétri, et j'ai poursuivi. Chacune d'elles venait de recevoir un appartement d'une valeur de 200 000 euros. En le vendant, elles auraient largement de quoi payer l'hospitalisation et sauver leur mère. Après tout, c'étaient des filles, et elles n'hésiteraient sûrement pas à vendre une maison pour lui sauver la vie. Soudain, la femme d'Andrés s'est levée d'un bond, m'a pointé du doigt et a hurlé. « Vous êtes fou » hurla-t-elle. « Vous voulez tuer ma mère ? Vous êtes immensément riche, et vous marchandez avec une vieille femme pour de l'argent. Êtes-vous seulement humain ? Ma mère nous a légué cette maison. Pourquoi diable devrions-nous la vendre ?
Avant que je puisse répondre, une gifle cinglante s'abattit sur ma joue gauche. La violence du coup me fit chanceler. Mon oreille bourdonnait violemment et un goût métallique de sang emplit ma bouche. C'était Fernando. Il se tenait là, le visage écarlate, la main qui m'avait frappé tremblant encore tandis qu'il me hurlait de me taire. Comment avais-je osé marchander avec sa mère? Comment avais-je osé croire qu'avoir de l'argent me donnait le droit de faire tout ce que je voulais? Il m'ordonna de rétablir immédiatement la couverture médicale. Je portai la main à ma joue brûlante, fixant du regard l'homme que j'avais appelé mon mari pendant 10 ans. Il n'y avait pas la moindre trace d'affection dans son regard, seulement la fureur et l'orgueil blessé d'un homme inutile. La foule autour de nous se remit à murmurer. Des regards curieux se posèrent de nouveau sur moi, comme si j'étais coupable, et pourtant, étrangement, je ne ressentis ni douleur ni humiliation. Cette gifle fut comme le coup de grâce, coupant le dernier fil fragile qui me rattachait encore à cette famille. Je me suis redressé et j'ai regardé Fernando d'un regard vide, presque inexpressif. Ma voix était basse, mais lourde de sens. Je lui ai dit que je me souviendrais toujours de cette gifle, qu'elle valait bien le peu d'affection qu'il me restait pour cette famille. S'il voulait retrouver le traitement à 10 millions d'euros, il pouvait dire à ses 3 belles-sœurs de vendre leur maison, ou payer lui-même. À partir de cet instant, ai-je dit, je n'étais plus la source de revenus faciles de la famille. Sur ce, je pris mon sac à main, me retournai et sortis du porche. Derrière moi, les cris et les pleurs de Doña Carmen, les injures de mes belles-sœurs et les rugissements furieux de Fernando résonnaient dans un brouhaha indescriptible, mais je ne me retournai pas une seule fois. J'ai roulé à toute vitesse dans l'obscurité. Les réverbères se brouillaient sur le pare-brise, ou peut-être mes yeux s'étaient-ils remplis de larmes sans que je m'en rende compte. Je ne suis pas retourné à l'appartement luxueux où nous vivions. Cet endroit n'était plus qu'une cage construite de faux souvenirs. Je me suis donc réfugié dans un hôtel 5 étoiles au bord du fleuve, surplombant une ville aux reflets froids dans la nuit. J'ai loué une suite au dernier étage, cherchant un instant de paix au milieu de la tempête qui faisait rage en moi. À peine la porte fermée, j'ai jeté mon sac sur le lit et me suis effondré sur le canapé, complètement épuisé, comme si je venais de survivre à un combat entre la vie et la mort. Mon téléphone, dans mon sac, vibrait sans cesse contre la table en bois. Ce bourdonnement strident ressemblait aux dents d'une bête blessée. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran lumineux dans l'obscurité. 47 appels manqués. La plupart de Fernando, les autres de ma belle-mère et plusieurs numéros inconnus, sans doute mes belles-sœurs ou des cousines venues me faire la leçon sur mes devoirs de belle-fille. Mes pensées me ramenèrent 5 ans en arrière, au jour où Doña Carmen avait reçu les résultats de sa biopsie. Son visage était blême, sa main tremblait tandis qu'elle serrait la mienne comme une noyée s'accrochant à un morceau de bois. Les médecins espagnols avaient secoué la tête, lui annonçant qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. La famille de mon mari fut bouleversée, mais non pas pour chercher un remède. Il chuchotait plutôt sur le partage des biens et la rédaction du testament. Seul moi, la jeune mariée, suis allé en secret chez mes parents. Je me suis agenouillé devant eux, les suppliant de vendre le vieil appartement qu'ils avaient économisé toute leur vie comme dot, afin que je puisse emmener Doña Carmen aux États-Unis pour son opération. Le jour où j'ai remis à Fernando l'argent de la vente, il m'a serré fort dans ses bras, sanglotant, jurant de m'aimer et de me remercier pour le restant de ses jours. Ce serment, désormais léger comme une plume, s'était volatilisé sous le poids de 3 titres de propriété et d'une cupidité sans borne. Un message de Fernando apparut sur mon téléphone. Chaque ligne me transperçait le cœur comme une aiguille. Il exigeait de savoir si j'étais folle, prétendait que sa mère s'était évanouie et m'ordonnait de revenir immédiatement. Si je ne revenais pas m'excuser et me rendre mes médicaments, il menaçait de divorcer, me rappelant qu'il contrôlait le sceau de l'entreprise et que je partirais sans rien. J'ai ri. Un rire amer a résonné dans la pièce vide. À ses yeux, je n'étais qu'une imbécile qu'on pouvait intimider avec des papiers de divorce et des tampons officiels. Mais Fernando avait oublié une chose, j'étais une femme qui avait combattu dans le monde des affaires pendant 10 ans. La clé du coffre-fort de cette maison n'avait jamais été hors de ma portée. J'ouvris mon ordinateur portable. La lueur bleue de l'écran illumina mon visage fatigué, désormais durci par la détermination. Je me connectai au système de gestion financière familiale, où chaque centime de revenu et de dépenses était enregistré. Mes doigts s'activèrent rapidement, prêts à bloquer toutes les cartes de crédit secondaires que j'avais données à Fernando et à couper court aux dépenses de sa famille. Mais mon regard s'arrêta sur une transaction étrange du relevé bancaire du mois précédent.
Le paiement que j'avais effectué à l'hôpital de Genève à titre d'acompte pour le forfait de soins de 10 millions d'euros était indiqué comme finalisé. Pourtant, une petite note de la banque intermédiaire signalait une activité inhabituelle sur le compte du bénéficiaire et nécessitait une vérification. Je fronçais les sourcils, le cœur battant la chamade. Pourquoi un hôpital aussi important aurait-il recours à un compte intermédiaire dans un paradis fiscal? J'ai rouvert le courriel de confirmation de Medicocorp, le prétendu partenaire de conseil médical, l'entreprise que Fernando avait présentée comme la plus fiable pour gérer les soins de sa mère. J'ai alors entrepris de rechercher son numéro d'identification fiscale et ses informations légales sur le réseau de données international auquel j'avais accès. Le résultat m'a glacé le sang. Medicocorp était une société écran. Le nom de son représentant légal correspondait à celui d'un parent éloigné de Fernando. Une hypothèse terrifiante se forma dans mon esprit. Il était possible que les sommes colossales que j'avais dépensées au fil des ans n'aient pas été entièrement consacrées à des soins médicaux. Il était possible que mon propre mari et ma belle-mère m'aient saigné à blanc sous couvert de dévouement filial. Je repris mon téléphone, mais cette fois, je n'appelais pas Fernando. J'appelais Ricardo, mon avocat et un vieil ami d'université. Malgré l'heure tardive, après minuit, il a répondu immédiatement. D'une voix calme, il m'a salué et m'a demandé ce qui pouvait bien justifier un appel si tardif. J'ai pris une profonde inspiration, m'assurant de maîtriser ma voix, et je lui ai dit que j'avais besoin de 2 choses de toute urgence. Premièrement, je lui ai demandé de vérifier la légalité des 3 titres de propriété que ma belle-mère avait distribués cette nuit-là. Deuxièmement, je lui ai demandé de découvrir immédiatement qui était le véritable propriétaire de Medicocorp, où mon mari avait transféré l'argent pour les médicaments et où allait réellement cet argent. Je lui ai dit que je soupçonnais d'être victime d'une escroquerie à mon propre domicile. Ricardo resta silencieux quelques secondes, puis répondit sèchement qu'il comprenait. Il me dit de rester où j'étais, que j'aurais des résultats le lendemain matin, et me mit en garde, si mes soupçons étaient fondés, il ne s'agissait pas de gens ordinaires. Je raccrochai et fixai la rivière sombre en contrebas. La nuit serait longue, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de flancher, car je n'avais plus personne pour me soutenir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Allongé, les yeux fixés au plafond, l'esprit tournoyant de chiffres et de mensonges, je n'ai pas fermé l'œil. Lorsque les premières lueurs du jour ont filtré à travers les rideaux, mon téléphone a sonné de nouveau. C'était Ricardo qui rappelait. Un sentiment d'angoisse m'a envahi. Il parla rapidement, me demandant de rester calme et d'écouter. Il avait effectué une vérification préliminaire des 3 titres de propriété. Il s'agissait de contrats de donation conditionnels, mais le point crucial était que les 3 appartements étaient fortement hypothéqués. Doña Carmen n'avait en réalité fait aucune donation, elle avait transféré la dette à ses 3 belles-filles. Quant à Medicocorp, Ricardo hésita un instant, tandis qu'on entendait le froissement de papier à l'autre bout du fil. Medicocorp était bel et bien une société écran. L'argent que j'avais transféré pour les soins avait été divisé et redirigé vers un compte personnel en Espagne. Le titulaire du compte était Fernando Alonso, mon mari. Le téléphone a failli m'échapper des mains. J'avais les oreilles bourdonnantes et tous les sons autour de moi semblaient engloutis par un immense vide noir. Pendant 5 ans, Fernando avait donc profité de la maladie de sa mère pour me soutirer de l'argent. Il avait joué le rôle du fils dévoué et du mari attentionné, mais en réalité, il était le cerveau d'un cruel système de blanchiment d'argent. Les larmes ont fini par couler, non pas de tristesse, mais de pur dégoût. Dégoût envers l'homme que j'avais jadis appelé mon mari. Dégoût envers cette famille hypocrite. Je me suis lavé le visage à l'eau froide et j'ai appliqué soigneusement du maquillage pour dissimuler mes yeux gonflés et mes cernes dues à une nuit blanche. J'ai choisi un tailleur blanc, couleur du deuil pour ce mariage, mais aussi couleur d'un nouveau départ. J'ai quitté l'hôtel et me suis rendu directement à la maison de mon mari, Port-Chalet. À mon arrivée, le jardin était encore jonché de confettis et de bouquets fanés de la veille, intacts et en décomposition. L'atmosphère à l'intérieur était lourde et oppressante, comme lors d'un enterrement. Dès que j'ai franchi le seuil du salon, j'ai vu toute la famille réunie. Doña Carmen était allongée sur le canapé, la tête enveloppée dans un foulard blanc, gémissant comme si elle allait mourir. Fernando était assis à côté d'elle et lui massait les pieds, tandis que mes beaux-frères et belles-sœurs, assis autour d'eux, affichaient des expressions de ressentiment et d'inquiétude. Dès que j'entrai, ils se tournèrent tous vers moi. Il n'y avait aucun remords dans leurs yeux, seulement de l'hostilité.
Fernando se leva d'un bond et se précipita vers moi, levant la main pour me saisir par le col, mais s'arrêta net en croisant mon regard, froid comme la lame. Il grogna, me demandant comment j'osais me montrer, m'accusant de savoir que sa mère s'évanouissait depuis la nuit précédente et revenait malgré tout. Il a crié que je voulais tuer sa mère pour régler mes comptes. J'ai repoussé sa main d'un geste brusque et épousseté légèrement ma veste, comme si je venais de toucher quelque chose de souillé. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce, observant les visages familiers qui me semblaient désormais totalement étrangers. J'ai esquissé un sourire, doux, un sourire glacial. Je leur ai dit que je n'étais pas revenu pour m'excuser, ni pour écouter leurs leçons de morale. Fernando tenta de recommencer à jurer, mais je levai la main et lui fis signe de se taire. Lentement, délibérément, j'ouvris mon sac, sortis l'étui de ma tablette et la connectai au grand téléviseur du salon. Un tableur Excel apparut, dense en chiffres, la ligne du total surlignée en rouge comme une plaie qui refusait de se refermer. D'une voix calme et posée, avant même que quiconque n'ait prononcé un mot de plus, j'invitai toute la famille à regarder l'écran. Je leur ai expliqué que c'était le relevé détaillé de chaque centime dépensé pour ce foyer ces 5 dernières années, des frais médicaux et d'hospitalisation aux billets d'avion, en passant par les courses quotidiennes et les factures d'énergie. Pas un centime ne manquait. Un silence de mort s'abattit sur la pièce, un silence pesant, car tous les regards étaient rivés sur l'écran lumineux. Ces chiffres bruts et impitoyables révélaient la vérité crue de mon sacrifice et de leur parasitisme. Je pointai le chiffre final, d'une voix ferme, mais maîtrisée. Le total s'élevait à 2 800 000 €. L'argent gagné à la sueur de mon front et dans mes larmes, l'argent provenant de la vente de la maison de mes parents. Aujourd'hui, dis-je, nous allons être justes. Doña Carmen cessa de gémir. Elle ouvrit les yeux juste assez pour jeter un coup d'œil à l'écran, puis les referma comme si l'obscurité pouvait la protéger, mais la main crispée sur le bord du canapé trahissait la panique qui lui étreignait la poitrine. Fernando resta figé. Son visage, d'abord rouge, devint livide, et des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il savait pertinemment que ce chiffre n'incluait même pas les sommes détournées en secret, mais cela suffisait à laisser toute sa famille sans voix. Ma belle-sœur aînée, l'épouse de Pedro, qui avait toujours faim la plus aimable et la plus compréhensive, fut la première à rompre le silence. Elle se leva, lissa sa robe et parla d'une voix mielleuse empreinte de reproche, une hypocrisie qui me retourna l'estomac. « Sœur Isabella, dit-elle, nous sommes de la famille. Pourquoi compliquer les choses? L'argent est important, certes, mais les liens familiaux sont plus précieux. Et si mère est effrayée par ces chiffres et qu'il lui arrive quelque chose, tu le regretteras toute ta vie. Tu es instruite et riche, ajouta-t-elle. Pourquoi t'attarder sur de telles futilités avec tes beaux-frères et belles-sœurs? J'ai laissé échapper un rire clair et net, mais si froid qu'il a résonné comme du cristal dans la vaste pièce. Je me suis tourné vers elle, mon regard perçant l'obscurité dissimulée sous ce masque respectable, et j'ai répondu lentement, mot à mot, lui disant qu'elle parlait magnifiquement. Elle avait raison, dis-je, la famille ne devrait pas tenir de compte. Puis je lui ai dit de regarder la 4e ligne du tableau, les frais de scolarité de son fils dans une école internationale, 50 000 € sur 2 ans, et je lui ai demandé qui les avait payés. Puis la 10e ligne, l'argent utilisé pour régler les dettes de jeu de Miguel, 150 000 €, et j'ai de nouveau demandé qui avait payé, tout en sortant mon portefeuille. Quand c'était moi qui payais, ai-je exigé, est-ce que l'un d'eux m'a jamais dit de ne pas tenir de compte, ou est-ce qu'ils m'ont simplement traité comme une machine à imprimer de l'argent? Ma belle-sœur aînée resta sans voix. Le visage rouge de honte, elle se laissa retomber en silence sur le canapé. Miguel, voyant sa femme ainsi prise à partie, se leva d'un bond, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, je repris la parole, la voix glaciale, dépouillée de toute politesse. L'affection, dis-je, est quelque chose qui se donne et se reçoit, pas un moyen de m'exploiter jusqu'à l'épuisement. Et aujourd'hui, je déclare qu'à partir de cet instant, je coupe tout soutien financier. Quiconque souhaitait continuer à jouer l'enfant dévoué, qui voulait que sa mère vive jusqu'à 100 ans, pouvait regarder ce chiffre et se le partager. Je l'avais porté pendant 5 ans. À présent, c'était leur tour. Mon regard parcourut les 3 couples, puis s'arrêta sur Doña Carmen, tremblante sur le canapé, et je poursuivis sans adoucir une seule de mes expressions. Bientôt, mère aurait besoin d'un nouveau traitement, sans compter les frais de subsistance et les médicaments. J'avais calculé que cela coûterait environ 40 000 € par mois. Il y avait 4 frères. Si nous partagions la somme,
cela faisait 10 000 € par mois et par famille. Ou alors, proposais-je, il pouvait me rendre les 2,5 millions d'euros, et je continuerais à m'occuper de mère. À vous de choisir. Un silence de mort s'installa. 10 000 € par mois, ce n'était pas rien pour Pedro, fonctionnaire au salaire modeste, ni pour Miguel, travailleur indépendant précaire. Ils se fixèrent du regard, leurs yeux s'échangeant des regards furtifs, cherchant une excuse pour se défiler. La piété filiale dont ils se vantaient sur les réseaux sociaux, une fois convertie en argent, leur paraissait bien futile et dérisoire. Fernando finit par se ressaisir. Il s'approcha et baissa la voix à peine audible, tentant de sauver la face. « Ne sois pas si dramatique, dit-il. Il y a une solution. Pourquoi nous faire honte? Tu sais que mes frères galèrent. Ils galèrent. » Je le coupai d'un ton moqueur glacial. Ils galèrent alors que tout le monde roule en voiture de luxe. Ils galèrent après que ta mère t'ait offert un appartement à 200 000 € hier soir. Fernando, lui ai-je dit, arrête de te comporter comme un mari lâche. Tu sais que mon argent n'est pas de la camelote. Soit tu me paies, soit je m'en vais. Choisis, ta mère et tes frères, ou la justice. Mes mots ont été comme un seau d'eau glacée jeté sur leur visage, déchirant le masque de leur hypocrisie. Leurs bouches, d'ordinaire si douces, se sont mises à bégayer, crachant les excuses les plus lâches. Le silence initial fit rapidement place à des murmures, puis à une dispute bruyante, digne d'un marché. Pedro, l'aîné, s'éclaircit la gorge bruyamment, comme pour reprendre le dessus, mais sa voix manquait de son assurance habituelle. Il tenait sa tasse de thé et n'osait pas croiser mon regard. « Sœur Isabella, dit-il, vous ne pouvez pas parler ainsi. Ma femme et moi sommes fonctionnaires et nos salaires sont misérables. Élever 2 enfants est déjà bien assez difficile. Où allons-nous trouver 10 000 € par mois à cotiser? Vous avez de meilleures conditions. C'est à vous de les assumer. Pourquoi nous comparer? » J'ai souri avec dédain. « Pedro, dis-je, ton salaire est bas, mais tes pots de vin sont élevés, tout le monde le sait. Et puis, ta mère vient de te léguer un appartement à 200 000 €. Vends-le si tu n'as pas d'argent. Mais les 200 000 à la banque et vis des intérêts, c'est largement suffisant pour faire vivre ta mère. » À ces mots, la femme de Miguel a sursauté comme piquée au vif. C'était la plus avide, la plus douée pour flatter Doña Carmen. Elle hurlait que je ne devais pas donner de mauvais conseils. La maison était une bénédiction de leur mère, un cadeau d'épargne pour leurs enfants, comment pouvaient-ils la vendre? Et puis, ils venaient de s'acheter une Mercedes à crédit, payant des milliers d'euros d'intérêts par mois. Où allaient-ils trouver plus d'argent? Je suis si riche, s'exclama-t-elle. Qu'est-ce que ça m'a coûté de payer quelques millions? Pourquoi est-ce que je les acculais comme ça? Je la regardais, ses ongles ornés de bijoux et l'épais collier d'or posé sur sa poitrine, et un mépris absolument vahi. Ah, je comprenais maintenant. Ils avaient les moyens de s'offrir une voiture de luxe, des marques de prestige, mais pas de quoi soigner leur mère. Pensaient-ils qu'une maison et une voiture étaient plus importantes que la vie de leur mère? Et pourtant, ils ne cessaient de parler de dévotion filiale, affirmant toujours aimer leur mère plus que quiconque au monde. Andrés, le plus discret d'entre eux, osa lui aussi prendre la parole, mais sa voix douce ne fit qu'accroître ma déception. « Sœur Isabella, dit-il, pourquoi ne pas avancer l'argent? Quand le terrain du village aura pris de la valeur, nous le vendrons et nous vous rembourserons. Vous nous mettez trop la pression. Comment allons-nous faire? » Je les ai regardés, ces visages familiers désormais étranges et effrayants, et je les ai vus se rejeter la faute, se plaindre de leur pauvreté, tout en s'accrochant désespérément à leurs biens. Ils étaient prêts à me laisser, à moi, leur belle-fille, tout porter sur leurs épaules, tandis que profiter du confort et jouer le rôle d'enfants obéissants. La nature humaine se révèle sous sa forme la plus brutale et la plus cruelle dès que l'on touche à ce qui compte le plus, l'argent. Je me suis tourné vers Doña Carmen, toujours immobile sur le canapé, mais je savais qu'elle avait tout entendu. J'ai élevé la voix exprès pour qu'elle ne puisse pas m'ignorer. « Voyez-vous, mère? Voilà vos enfants dévoués à qui vous venez de léguer votre fortune. Ils ont des appartements à 200 000 €, des voitures, mais pas un seul n'est prêt à débourser un centime pour vous sauver. Seul cet imbécile s'est tué à la tâche pendant 5 ans, vendant la maison familiale pour s'occuper de vous. Mais cet imbécile s'est réveillé aujourd'hui. » Fernando restait là, la tête baissée, les poings serrés.
Il n'osait ni me défendre, ni faire pression sur ses frères. Sa lâcheté ne faisait qu'accroître mon dégoût. Je savais qu'il était calculateur, cherchant à préserver à la fois mon argent et la confiance de sa mère. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà toute la famille sous mon emprise. J'ai fermé ma tablette, me suis levé et ajusté ma veste. Ma voix est devenue glaciale. Je leur ai dit que je leur laissais le temps de réfléchir. Si, dans 3 jours, aucun plan n'était trouvé pour régler la dette de 2,8 millions d'euros et les frais médicaux à venir, je prendrais les choses en main, et j'étais certain qu'aucun d'eux ne le souhaiterait. Je n'avais même pas franchi le seuil de la lourde porte en acajou que le cri strident de Donia Carmen déchira l'air, brisant le silence. La femme qui, quelques instants auparavant, était étendue sur le canapé, feignant d'être à l'article de la mort, se releva soudain avec une agilité surprenante. Elle se précipita vers moi, sa main osseuse acérée comme une lame pointée droit sur mon visage. Ses yeux étaient injectés de sang, emplis d'une rage extrême. Peut-être que lorsque l'argent et l'intérêt personnel sont en jeu, même la maladie doit s'effacer devant l'instinct de survie d'une personne avide. Elle me cria de m'arrêter, exigeant de savoir où je comptais aller, comme si je pouvais proférer des menaces et m'en aller comme ça. Sa voix n'avait plus le ton de la belle-mère bienveillante que j'avais autrefois respectée. Elle m'a dit que j'étais la belle-fille aînée, que je mangeais chez elle et que j'honorais ses ancêtres, que j'avais la responsabilité de prendre soin de cette famille. Puis elle a craché son ultimatum. Si je ne retirais pas ce que j'avais dit ce jour-là, si je ne rétablissais pas son forfait médical, elle ferait en sorte que Fernando divorce immédiatement. Je ne devais pas croire que l'argent me rendait meilleur qu'eux. Une femme abandonnée par son mari n'est rien d'autre qu'une moins que rien, ma petite. Je me suis arrêté et me suis retourné lentement. Le mot divorce est sorti de sa bouche avec la légèreté d'une lame tranchante comme une lame, comme si elle croyait vraiment que cela me forcerait à m'agenouiller et à la supplier. Elle pensait encore que j'étais Lisa Blady il y a 10 ans, aveuglément amoureuse de Fernando, prête à tout sacrifier pour être acceptée par la famille de mon mari. J'ai regardé Fernando, cherchant la moindre trace de résistance, la moindre lueur de protection, mais il n'y avait rien. Il restait là, la tête baissée, silencieux jusqu'à en être pathétique. À cet instant, son silence devint la plus cruelle des complicités, confirmant que dans ce combat, il avait choisi le camp de sa mère, préférant garder l'illusion de la richesse plutôt que de défendre l'épouse qui avait partagé avec lui joie et épreuve. J'ai laissé échapper un petit rire, discret mais empreint de mépris. Lentement, j'ai ouvert le sac à main de marque que mes belles-sœurs convoitaient, et j'en ai sorti d'un compartiment caché un fin dossier, soigneusement emballé dans une pochette plastique transparente. Je me suis dirigé vers la table basse en cèdre, où Donia Carmen se tenait, les mains sur les hanches, attendant ma soumission, et j'y ai déposé le dossier avec la délicatesse d'un verdict définitif. Maman, inutile de me mettre la pression ou de brandir le divorce comme une menace, dis-je. Ma voix était étrangement calme, un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage en moi. J'ai déjà tout préparé, la demande de divorce. J'ai déjà signé. Fernando, il te suffit de signer à côté, et c'est réglé. Les biens matrimoniaux seront partagés conformément à la loi. Les dettes seront payées par celui qui les a contractées. Je ne prendrai pas un centime de cette maison, mais je ne laisserai personne garder le fruit de mon labeur. L'air semblait s'être raréfié. Donia Carmen se figea, abasourdie. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle fixait la feuille blanche et l'encre noire sur la table. Elle ne s'attendait pas à ce que je neutralise son dernier atout avec une telle assurance. Fernando dévisagea ma signature, le visage blême, comme s'il comprenait enfin que je ne plaisantais pas, que ma démission était bel et bien terminée. « Isabella, tu es sérieuse » balbutia-t-il, la voix tremblante. « Pour quelques euros, tu oses détruire cette famille. » Quelques euros, répétai-je d'une voix rauque mais assurée. Pour vous, ce ne sont que quelques euros. Pour moi, c'est ma sueur, mes larmes, et la maison où mes parents ont laissé leurs souvenirs. Je le regardai droit dans les yeux, puis me tournai vers Donia Carmen, qui tremblait, incapable de parler sous le choc de ce retournement de situation. Vous me demandez si j'ose, mais vous devriez vous poser la question à vous-même, et à votre mère, qui est en train de détruire cette famille par une cupidité sans borne. Mère, dis-je, je vous rends la liberté de votre fils. Gardez-le et prenez soin de lui afin qu'il puisse accomplir son devoir filial. Quant à moi, je demande la permission de devenir une étrangère. Désormais, le destin appartient à chacun.
Le bonheur et le chagrin sont personnels. Sur ces mots, je me suis retourné et suis parti rapidement. Cette fois, personne n'osa m'arrêter, ni me menacer à nouveau. Je m'éloignai du port-chalet. Je ne retournai pas à l'appartement que Fernando et moi avions partagé, car il sentait désormais la trahison. Je louai un petit appartement meublé en centre-ville, avec de grandes fenêtres donnant sur la ville. À la nuit tombée, les lumières brillaient d'un éclat intense, mais pour moi, elles n'étaient que des points lumineux flous et fragmentés, à l'image de ma propre foi. Assise recroquevillée sur le canapé, les genoux repliés contre ma poitrine, un verre de vin rouge luisant à la main, je repensais au passé. Le jour de mon arrivée comme nouvelle belle-fille, Doña Carmen m'avait pris la main et m'avait murmuré qu'elle me considérait comme sa propre fille. Il s'avéra que, propre fille, selon sa définition, signifiait la fille à qui l'on attendait qu'elle se sacrifie corps et âme pour nourrir toute une colonie de parasites. Mon téléphone sonna, déchirant le silence de la pièce. C'était Ricardo, mon avocat, celui qui m'aidait à percer les secrets financiers de la famille. Je répondis, et sa voix était urgente et grave. Il m'annonça avoir envoyé le rapport détaillé par courriel, mais qu'il devait m'informer immédiatement que les résultats de l'enquête concernant le patrimoine de Doña Carmen étaient encore plus terrifiants que je ne le soupçonnais. Je posai mon verre de vin. Mon cœur battait la chamade. Je lui demandai de parler, de me dire ce qu'elle cachait d'autre. Ricardo m'a dit qu'outre les 3 appartements qu'elle avait prétendu offrir à mes belles-sœurs, Doña Carmen était l'unique propriétaire de 2 autres biens immobiliers de grande valeur. Il marqua une pause, comme pour me préparer au pire. D'abord, le Porsche où elle vivait, d'une valeur marchande actuelle d'environ 3 millions d'euros. Ensuite, et c'était le plus terrifiant, un local commercial situé sur la rue commerçante la plus fréquentée du centre-ville, d'une valeur d'au moins 2 millions d'euros, actuellement loué pour 4 000 € par mois. Je me suis figé. Le téléphone a failli m'échapper des mains. 2 millions d'euros pour un local commercial, 3 millions pour le port-chalet. Le patrimoine total de Doña Carmen s'élevait à plusieurs millions d'euros, sans même compter les loyers réguliers qu'elle percevait chaque mois. Et pourtant, depuis 5 ans, elle s'était comportée comme une vieille femme sans ressources, sans pension, vivant de la charité de ses enfants. Elle m'avait regardé avec indifférence tandis que je vendais la maison à laquelle mes parents étaient si attachés, que je courais partout mendier des prêts, que je portais de vieux vêtements pour économiser chaque euro pour ses frais d'hospitalisation. Les larmes me montèrent, brûlantes et amères. Alors, ma prétendue dévotion filiale n'avait été qu'une plaisanterie à ses yeux. J'étais, à leurs yeux, une vache à lait stupide, exploitée jusqu'à la dernière goutte, puis punie dès que je cessais de leur être utile. Doña Carmen n'avait aucune difficulté financière. Elle était simplement avare et égoïste jusqu'à la moelle. Pourquoi amasser une telle fortune, pour l'emporter dans la tombe ou la léguer à ses fils gâtés? Et une belle-fille, d'un autre sang, comme moi, n'était pour elle qu'un tremplin. Isabella, tu m'écoutes? Demanda Ricardo, inquiet. Oui, je t'écoute, répondis-je d'une voix brisée. Ricardo, sais-tu qu'il y a 5 ans, quand j'ai vendu la maison de mes parents, elle m'a pris la main et a pleuré, disant qu'elle me devait tout. En fait, elle ne me devait rien. Elle riait en secret de ma naïveté. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Ricardo. J'ai essuyé mes larmes. Mon regard s'est glacé. Que faire? Elle avait de l'argent et le cachait. Elle avait même simulé la maladie pour m'en soutirer. Ce n'était plus une affaire de famille, lui ai-je dit. C'était une escroquerie. Un abus de confiance pour s'emparer de mes biens. Je lui ai ordonné de préparer les documents. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Elle voulait garder son héritage pour ses fils et petits-enfants, elle voulait profiter de la vie, n'est-ce pas? Très bien, ai-je répondu. Je lui ferai payer jusqu'au dernier euro. Cette nuit me parut interminable. Je venais à peine de m'endormir quand mon téléphone sonna de nouveau. L'écran affichait « Papa adoré » et une boule se forma dans ma gorge. Cela faisait longtemps que je n'avais pas osé appeler chez moi aussi souvent. J'avais peur que mes parents s'inquiètent en apprenant à quel point leur fille était épuisée, portant le fardeau de la famille de son mari. J'ai pris une grande inspiration, forçant ma voix à rester calme avant de répondre « Bonjour, papa ». Il m'a dit qu'il m'écoutait, sa voix grave, empreinte d'inquiétude. Il m'a demandé si j'allais bien. Puis il m'a dit que ma belle-mère l'avait appelé plus tôt, en sanglots, prétendant que j'étais une belle-fille ingrate qui refusait de l'aider,
que je voulais même divorcer et que j'avais semé la zizanie dans toute la maison. Elle disait que mes parents ne savaient pas m'élever, qu'ils m'avaient laissé profiter de la famille de mon mari. J'avais mal à la poitrine, comme si on m'écrasait le cœur. Donia Carmen était rusée. Ne pouvant me faire pression directement, elle s'attaquait à mon point faible, l'honneur de mes parents. Sachant que mon père était un professeur retraité qui tenait plus à sa réputation qu'à sa propre vie, elle tentait d'exercer une pression morale pour me faire céder. « Papa, dis-je, la voix étranglée par les larmes, me fais-tu confiance? Fais-tu confiance à ta fille ?» Sa voix était ferme. Il me dit que j'étais gentil et dévoué, que mes parents me connaissaient mieux que quiconque. Mais, ajouta-t-il, les problèmes entre époux et au sein des familles devaient se régler en privé, car les étrangers observent et jugent sans comprendre. Il me demanda pourquoi je ne pouvais pas faire un petit effort, car c'était le rôle d'une belle-fille. Je savais que mon père m'aimait, mais cette mentalité, ce besoin de maintenir la paix, de dissimuler la honte, était profondément ancré dans sa génération. J'ai essuyé mes larmes et j'ai tenté de m'expliquer avec les mots les plus réalistes possibles, pour que les larmes de crocodile de Donia Carmen ne le trompent pas. « Papa, écoute-moi. Ce n'est pas que ça me fasse mal de dépenser de l'argent pour sauver maman, mais sais-tu ce que représente vraiment ce forfait de soins à 10 millions d'euros? C'est un forfait VIP. Une suite présidentielle, du caviar et des truffes, une infirmière privée à disposition. Si le traitement était effectué selon le protocole standard de l'hôpital, avec les mêmes bons médicaments et les mêmes médecins experts, cela ne coûterait que quelques centaines de milliers d'euros. Maman peut très bien vivre avec le protocole normal, mais ils refusent. Ils veulent que je dépense des millions pour qu'ils puissent profiter du luxe, pour qu'ils puissent blanchir de l'argent, papa. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. J'entendis le profond soupir de mon père. Je poursuivis, la voix tremblante mais déterminée. Je lui demandai s'il se souvenait de sa maison, celle que j'avais vendue 5 ans plus tôt pour la sauver. À l'époque, je la croyais de la famille, mais quelle famille vous abandonne quand vous êtes dans le besoin et se jette sur vous comme des sangsues dès que vous avez de l'argent? Je lui ai dit qu'hier, elle avait offert à mes 3 autres belles-sœurs un appartement d'une valeur de 200 000 euros chacune, sans rien me donner. Je lui ai dit qu'elle avait des millions à la banque et en biens immobiliers, et qu'elle m'avait pourtant forcé à emprunter pour payer ses soins. Était-ce juste? Mon père resta longtemps silencieux, et dans ce silence, je perçus la douleur d'un père qui comprenait enfin à quel point ils avaient cruellement exploité sa fille. Enfin, il prit la parole, la voix tremblante d'une fureur contenue. Il les maudit et les traita de scélérats. Il s'excusa auprès de moi, avouant les avoir crus. Puis il me dit de rentrer à la maison, de retourner chez mes parents, de ne plus rester dans cet enfer. Il affirma n'avoir que faire des honneurs superficiels. Il voulait seulement que sa fille vive en paix. Quel que soit mon choix, il me soutiendrait. Ces paroles furent comme une source d'eau fraîche déversée dans mon âme desséchée. Je me suis effondré et j'ai pleuré comme une enfant. Il s'avérait que même si le monde entier me tournait le dos, la porte de la maison de mes parents resterait toujours ouverte. Et ces gens, même après 10 ans passés ensemble, à manger à la même table et à dormir sous le même toit, avaient toujours été de cruels étrangers. Le lendemain matin, je suis allé au cabinet de Ricardo. Il m'a accueilli avec une épaisse pile de documents et un demi-sourire chargé de sens. Il a posé le dossier sur le bureau et me l'a tendu. « Isabella, regarde, dit Ricardo, la performance de ta belle-mère est tout simplement remarquable. Elle mérite un Oscar pour la plus spectaculaire des supercheries. » Je pris le dossier et feuilletai les pages. C'était une copie détaillée du statut juridique des 3 appartements que Donia Carmen avait distribués en grande pompe lors de la fête. Je parcourus du regard les lignes juridiques denses, et la vérité me frappa de plein fouet. Ces 3 actes n'étaient qu'une illusion. « Vous le voyez ?» demanda Ricardo en désignant une petite ligne dissimulée dans le contrat de donation. Donia Carmen est rusée comme un renard. Elle a suivi la procédure de donation, mais c'est une donation conditionnelle. Le transfert de propriété des 3 appartements n'était pas encore finalisé, car il restait encore d'importants frais de mutation et d'impôt sur le revenu à régler. Selon la loi, comme mes belles-filles n'étaient pas des héritières directes exonérées d'impôts, recevoir ce bien immobilier en donation impliquait qu'elles devraient payer un impôt sur le revenu équivalent à 10% de la valeur du bien. Avec les frais supplémentaires, cela leur coûterait à chacune environ 60 000 euros d'impôts rien que pour faire enregistrer légalement l'acte de propriété à leur nom. J'en suis resté bouche bée. 60 000 euros d'impôts.
Avec leurs revenus et leurs dépenses somptuaires, où allait-elle bien pouvoir trouver une telle somme immédiatement? Et ce n'est pas tout, poursuivit Ricardo, le regard perçant et impitoyable. Le contrat comportait une autre clause, les biens ne pouvaient être cédés pendant 5 ans. Autrement dit, ils avaient reçu les appartements, devaient s'acquitter d'une somme astronomique d'impôts, mais ne pouvaient ni les vendre au comptant, ni les hypothéquer. Sans le consentement de Doña Carmen, celle-ci leur avait en quelque sorte offert un lingot d'or enfermé dans une cage de fer, tout en conservant la clé. Elle comptait utiliser ces 3 appartements pour contraindre ses belles-filles à la servir jusqu'à la fin de ses jours, tout en leur faisant peser le fardeau financier. J'ai ri, amèrement. Doña Carmen était vraiment douée. Elle s'était forgé une réputation éclatante de belle-mère généreuse, tout en piégeant discrètement ses belles-filles dans un dilemme cruel. Elle croyait avoir trouvé le filon, mais en réalité, elles avaient hérité d'une dette fiscale et d'une emprise juridique. Il y a autre chose d'intéressant, ajouta Ricardo en tournant la dernière page. Ces 3 appartements étaient en réalité hypothéqués en garantie d'un prêt commercial lié à une société écran enregistrée au nom de mon beau-père. Si cette société faisait faillite, la banque pourrait saisir ces 3 logements à tout moment. Doña Carmen leur avait donné une façade glamour, mais à l'intérieur, c'était vide, instable et dangereux. Je refermai le dossier. Au fond de moi, j'étais presque tenté d'admirer cette famille. C'était un véritable imbroglio de calculs et de mensonges. La belle-mère utilisait ses biens pour contrôler ses belles-filles, le beau-père s'en servait pour obtenir des prêts, et les fils, attirés par la lumière, se précipitaient dessus comme des papillons de nuit. Mais cette information était désormais mon arme la plus puissante. J'ai remercié Ricardo et me suis levé, les yeux brillants de détermination. S'il voulait jouer sur les émotions, je jouerais la carte de la légalité. Je voulais voir combien de temps leur soi-disant alliance de piété filiale tiendrait une fois la vérité sur ces 3 actes révélés. Je suis sorti du cabinet d'avocat avec un plan qui se dessinait déjà dans mon esprit. Le lendemain matin, alors que je tentais de rassembler mes idées éparses, mon téléphone a sonné. L'écran affichait la femme de Miguel, ma belle-sœur réputée pour sa douce voix, et aussi la plus calculatrice de la maison. J'ai vu le téléphone vibrer sur la table en bois et j'ai hésité un instant avant de répondre. J'ai mis le haut-parleur et l'ai posé à côté de moi tout en continuant à taper sur mon ordinateur portable. Sa voix était d'une douceur sirupeuse. Elle m'a salué chaleureusement et m'a demandé ce que je faisais. J'appelais, a-t-elle dit, juste pour prendre de mes nouvelles. J'étais parti si vite la veille au soir que toute la famille était très inquiète. Maman n'arrêtait pas de m'appeler, insistant sur le fait que j'étais seulement en colère, mais au fond, c'est elle que j'aimais le plus. J'ai grimacé de mépris. Je connaissais trop bien ce ton. D'habitude, elle n'appelait que pour que je lui commande un sac de marque à prix réduit ou que je lui prête de l'argent pour renflouer sa boutique de cosmétiques en difficulté. J'ai répondu calmement, mais froidement, en lui disant de dire ce qu'elle avait à dire, car j'étais en réunion avec mon avocat et mon temps valait des milliers d'euros. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, comme si ma fermeté l'avait désemparée. Puis elle s'éclaircit la gorge et sa voix devint grave, teintée de supplication. Il ne s'agissait que des soins de maman, dit-elle. Franchement, quand je leur ai montré le tableau des dépenses, ils étaient tous sous le choc, mais je savais, ajouta-t-elle, qu'ils venaient de changer de voiture et n'avaient pas d'argent liquide. Pedro et Andrés étaient eux aussi à court d'argent. Tout le monde était coincé. Elle marqua une pause, cherchant à observer ma réaction. Devant mon silence, elle reprit, sur un ton marchand, comme si elle marchandait des légumes au marché. Faisons un marché, Isabella. Les frères en ont discuté. Chaque famille contribuerait à hauteur de 40 000 euros. 3 familles, soit 120 000 euros. Ils me donneraient cet argent pour que je puisse payer les médicaments urgents de maman. Quant au reste, j'étais l'aîné, j'avais des ressources, alors c'était à moi de m'en occuper. Je devais considérer cela comme un service rendu à mes neveux. J'ai éclaté de rire, un rire qui a fait se retourner quelques personnes à la table voisine. 120 000 euros pour un forfait de soins d'une valeur de 4 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Ils essayaient de me jeter 120 000 euros comme une aumône, et de me laisser responsable des 3 880 000 restants. L'impudence humaine n'a vraiment aucune limite. J'ai décroché le téléphone et j'ai parlé distinctement, chaque mot étant court et précis. Sœur Miguel, me prenait-elle pour une idiote, ou se croyait-elle trop intelligente? 120 000 euros, c'était une somme considérable, n'est-ce pas?
Et pourtant, ce n'était même pas suffisant pour acheter le sac à main qu'elle portait. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent liquide. Et l'appartement à 200 000 € que mère venait de lui donner? Vends-le. Sa voix s'est aussitôt durcie, trahissant son irritation. Elle répétait que c'était la bénédiction de sa mère, comment pouvait-il la vendre, et m'a dit de ne pas trop insister. J'étais si riche. S'est-elle exclamée. Pourquoi étais-je si radine avec ma belle-mère? Je l'ai interrompu. Je n'étais pas radine avec sa mère. Je regrettais simplement d'avoir nourri un serpent contre ma propre poitrine. Oh, et au fait, ajoutai-je d'une voix glaciale, permets-moi de te donner un conseil. Sais-tu que maman possède un immeuble commercial en centre-ville d'une valeur d'environ 2 millions d'euros? Pourquoi ne lui dis-tu pas de le vendre et de vous le partager? Pourquoi devrais-tu payer de ta poche? Ta mère t'aime tellement. Un silence s'installa. Je pouvais presque imaginer son visage stupéfait et la lueur avide qui s'allumait dans ses yeux. Ce secret concernant le local commercial fut une véritable bombe jetée en plein cœur d'une foule affamée. Elle balbutia, demandant si c'était vrai, si sa mère possédait réellement un local commercial. Je lui conseillai de demander à son mari, ou à sa mère. Puis, d'un ton glacial, je raccrochai, disant que je devais aller gagner ma vie et que je n'avais pas de temps à perdre avec les commérages. Cet après-midi-là, une averse soudaine s'abattit, rendant l'air humide et sombre. En arrivant dans le hall de l'appartement meublé que j'avais loué, je vis Fernando qui m'attendait. Sa chemise était froissée. Il tenait à la main un sac en plastique contenant une boîte de tartas de Santiago, mon dessert préféré. En le voyant si maigre et si malheureux, un mince élan de pitié me traversa l'esprit, mais il fut aussitôt étouffé par la dure réalité. Fernando m'a aperçu et s'est précipité vers moi avec un sourire forcé. Il m'a dit que j'étais de retour, qu'il m'attendait. Il m'a annoncé qu'il avait acheté ma tarte préférée, la tarta de Santiago, fraîche et délicieuse, et m'a invité à monter pour discuter. Il ne voulait pas se disputer ici. J'ai regardé la boîte de dessert dans sa main et les souvenirs du passé m'ont envahi. Chaque fois que j'étais en colère, il utilisait cette ruse pour apaiser les tensions. Il pensait que j'étais encore la femme facile, celle qu'on pouvait reconquérir avec un petit cadeau et quelques mots doux. Mais il se trompait. Aussi délicieux que fut le gâteau, il ne pouvait masquer l'odeur de la trahison. Nous sommes montés dans la chambre. Je ne lui ai rien proposé à boire. Je me suis simplement assise sur le canapé et je l'ai fixé du regard. Fernando posa maladroitement le gâteau sur la table et se mit à tourner autour du pot. « Chérie, à propos d'hier soir, dit-il, maman a eu un petit moment de panique. » Puis il se reprit, expliquant que maman l'avait envoyé me parler et qu'elle avait accepté de « céder ». Le mot « céder » me fit plisser les yeux. Allait-elle me rembourser? Non, pas exactement, répondit Fernando en avalant sa salive avec difficulté, peinant à trouver ses mots. Maman a dit qu'elle savait qu'elle t'avait très maltraité, alors elle a décidé de te partager une partie du local commercial du centre-ville dont tu as parlé. Elle le mettra en copropriété, à ton nom. J'en ai ri intérieurement. La femme de Miguel avait donc rapporté, elle, information, à la vitesse de l'éclair. Doña Carmen, terrifiée à l'idée que sa fortune cachée soit dévoilée, s'était empressée de jouer la carte de la distribution pour me faire taire. Comment compte-t-elle la distribuer exactement? Demandai-je d'une voix glaciale. Maman a dit qu'elle te donnerait un tiers, répondit Fernando, sans oser me regarder dans les yeux. Tu auras un tiers de l'immeuble commercial, estimé à environ 600 000 €. En échange, tu continueras à prendre en charge les frais médicaux et de subsistance de maman comme avant. Considère cela comme ta compensation. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule, le goût du chiffre sur ma langue comme du poison. Un tiers, ai-je répété. Et les 2 tiers restants, à qui sont-ils? Fernando est resté silencieux un long moment, se frottant le bord de sa chemise comme un enfant coupable, avant de répondre à voix basse, ils sont pour mes 2 frères, Miguel et Andrés. Maman dit qu'un bien d'une telle valeur ne peut pas quitter la famille, ajouta-t-il, toujours incapable de me regarder. Il sera détenu conjointement avec eux. S'il est vendu plus tard, le produit de la vente sera partagé au prorata. Ma colère s'enflamma, comme un feu qui attise l'huile sur le feu. Je ne peux pas quitter ma famille. Ainsi, après 10 ans de mariage, après avoir sacrifié ma jeunesse et l'héritage de mes parents, j'étais toujours une étrangère à leurs yeux. Ils craignaient que je ne m'approprie la propriété,
Alors ils ont placé leurs 2 fils à mes côtés comme des chiens de garde, me surveillant, me retenant, me piégeant. Ils voulaient utiliser un tiers de ce mirage étincelant pour me lier, faire de moi leur esclave à vie, source de revenus. Je me suis levé d'un bond, j'ai attrapé la boîte à gâteaux sur la table et je l'ai jetée directement à la poubelle. Le bruit sourd du bruit résonna comme le dernier fragment d'affection qui se brisait en deux. Prends cette offre ridicule et va raconter ça à ta mère. Je pointai la porte du doigt, la voix tremblante de fureur. Je ne suis pas une mendiante qui acceptera une aumône. Je suis ta femme, et pourtant, aux yeux de ta famille, je suis moins qu'une étrangère. Pars. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité pour te faire sortir de force. Je ne veux pas de gâteau, et je ne veux plus du titre de belle-fille de votre famille. Après avoir mis Fernando à la porte, je suis resté assis seul dans la pièce, à contempler les lumières de la ville. Mais au fond de moi, tout était sombre. Ma complaisance n'avait fait que les encourager à aller plus loin. Ils me croyaient faible. Ils pensaient pouvoir acheter mon silence avec un petit avantage, me jeter un os et s'attendre à ce que je remue la queue. Il était temps de leur montrer qu'Isabella n'était plus l'agneau naïf qu'ils pouvaient sacrifier à leur guise. J'ai pris mon téléphone, mes doigts glissant rapidement sur l'écran. Cette fois, je n'ai pas envoyé de message privé à Fernando. Je suis allé directement dans la conversation de groupe familial intitulée « Chère famille ». Le nom sonnait presque obscène maintenant. Le groupe comprenait mes beaux-parents, mon mari, moi et mes 3 beaux-frères avec leurs épouses. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rédigé un long message. Chaque phrase était pesée, ciselée, taillée comme un document officiel. Chers parents et famille, ai-je écrit, en tapant fort sur les touches comme pour y insuffler toute ma rage, je vous demande la permission de réaffirmer ma position une dernière fois. Je n'accepterai aucun arrangement opaque et occulte concernant le partage des biens. Mes exigences sont simples et directes. Premièrement, le remboursement immédiat de la somme de 2 800 000 € que j'ai avancée ces 5 dernières années. Il s'agit du capital, hors intérêt bancaire. Deuxièmement, j'exige le divorce et un partage transparent des biens matrimoniaux, conformément à la loi. J'ai marqué une pause. Je me suis souvenu de mon beau-père, Don Alonso, un homme qui arborait toujours un masque respectable et fier, donnant l'impression de mener de grandes affaires en public. Ce qu'il craignait le plus, c'était le scandale, les enquêtes judiciaires et les questions sur la provenance de ses biens. J'ai tapé la conclusion, ferme comme une phrase. Je donne à la famille exactement 3 jours pour régler cette affaire. Si, au bout de 3 jours, je n'ai pas reçu l'argent et la coopération, je porterai l'affaire devant le tribunal civil. Parallèlement, je demanderai des mesures conservatoires pour la saisie de tous les biens, y compris les biens immobiliers et les comptes bancaires de Doña Carmen Alonso, afin de garantir l'exécution du jugement. Ayant géré les finances pendant 5 ans, je suis parfaitement au courant de tous les flux financiers et de l'origine des biens de la famille, y compris les sommes confidentielles que mes beaux-parents veulent garder secrètes. Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Le message devint bleu, indiquant que tout le monde l'avait vu. Aussitôt, la conversation de groupe, d'ordinaire si animée, se tut. Personne n'osa poster d'émoji, personne n'osa répondre d'un seul mot. Je savais qu'ils étaient terrifiés. La menace de saisie de biens et l'allusion à des « origines sensibles » avaient touché Don Alonso en plein dans le mille. J'ai éteint mon téléphone et l'ai jeté de côté. Cette nuit-là, sans aucun doute, beaucoup de personnes dans cette maison n'ont pas fermé l'œil. Elles faisaient des allers-retours incessants, terrifiées à l'idée que leur secret soit révélé au grand jour, terrifiées à l'idée de perdre ce qu'elles s'efforçaient désespérément de préserver. Quant à moi, j'ai dormi profondément, conservant mes forces pour l'ultime bataille qui m'attendait. 2 jours s'écoulèrent dans un silence terrifiant. Personne ne m'envoya de message. Personne n'appela. Mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête, le moment de tranquillité où il ourdissait de nouveaux complots, encore plus ignobles. Le matin du 3e jour, alors que l'échéance finale était sur le point d'expirer, mon téléphone vibra. L'écran afficha le numéro de Doña Carmen. J'ai répondu sans un mot et j'ai attendu. À l'autre bout du fil, une toux, puis la voix faible et tremblante de Doña Carmen. Elle semblait pitoyable. Elle m'a dit de rentrer. Elle s'est excusée, a expliqué qu'elle avait beaucoup réfléchi ces derniers jours et qu'elle savait s'être trompée. Je suis restée silencieuse. Je ne laisserai pas la pitié obscurcir mon jugement. Doña Carmen poursuivit, la voix chargée d'émotion.
Elle raconta que mon père l'avait sévèrement réprimandée, la traitant de vieille femme insensible, et qu'elle aussi éprouvait de profonds regrets. Elle m'invita à revenir dîner avec la famille pour que nous puissions en discuter. Elle promit de régler le problème équitablement. C'est juste, maman, ai-je demandé, sans émotion. Elle répondit rapidement, comme si elle craignait que je raccroche. Elle dit qu'elle reprendrait l'appartement qu'elle avait donné à Pedro et sa femme, car c'était le mieux situé et le plus cher, et qu'elle s'occuperait immédiatement des formalités pour le mettre à mon nom. J'étais la belle-fille aînée, dit-elle, je méritais une meilleure part. Quant à Pedro, on verra. Puis elle répéta que je devais revenir, qu'elle m'attendait pour dîner. J'ai ri sous cape, un rire glacial et discret. Doña Carmen était vraiment une vieille renarde rusée. Elle savait qu'elle ne pourrait pas me faire taire avec de l'argent, alors elle a opté pour la stratégie du « diviser pour mieux régner », me jetant un os pour que les chiens se le disputent. Elle comptait bien ravir l'appartement à Pedro et sa femme, qui se réjouissaient de ce cadeau, et me le donner, faisant de moi l'ennemi de mes beaux-frères et belles-sœurs, tout en jouant la mère impuissante prise entre deux feux. Si j'acceptais cet appartement, je passerais pour la femme cupide qui vole le pain de son beau-frère aux yeux de la famille. Pedro et sa femme me haïraient jusqu'à la moelle, et cette famille sombrerait dans une guerre intestine sanglante. Et c'était précisément ce que Doña Carmen voulait voir. Elle voulait voir le vrai visage des hypocrites lorsque leurs intérêts étaient menacés. Très bien, ai-je répondu d'une voix douce. Je reviendrai ce soir, mais je vous préviens, je ne reviens pas pour recevoir une maison. Je viens voir comment mes beaux-parents règlent cette affaire équitablement. N'oubliez pas d'appeler aussi mes beaux-frères et les familles de leurs épouses. Les affaires importantes nécessitent des témoins. Oui, oui, j'ai déjà appelé tout le monde, répondit rapidement Doña Carmen. Venez, s'il vous plaît. Elle raccrocha, visiblement soulagée. J'avais accepté de revenir dîner, non pas en belle-fille soumise revenant s'excuser, mais en spectatrice attendant le dénouement d'une pièce de théâtre. Lorsque la porte du porche s'ouvrit, je découvris une foule si dense que j'en étouffais. Non seulement la famille de mon mari était présente, mais aussi, ce jour-là, les parents des épouses de mes beaux-frères, les parents de la femme de Pedro, de la femme de Miguel et de la femme d'Andrés. Tout le monde s'était installé sur les canapés en cuir du salon. Le « dîner de réconciliation » de Doña Carmen s'était transformé en banquet de guerre, réunissant une alliance entière de personnes terrifiées à l'idée de perdre leur part. Doña Carmen n'était pas affalée sur le canapé comme à son habitude. Assise droite à la place d'honneur, le dos bien droit, son visage était marqué par le manque de sommeil, mais son regard restait d'une acuité troublante. Quand elle me vit entrer, elle esquissa un sourire forcé. « Isabella, te revoilà. Entre. Toute la famille attend pour dîner. » J'ignorais les regards inquisiteurs des autres belles-mères. Je choisis un fauteuil isolé dans un coin et m'assis. Je ne m'installais pas à table et ne saluais personne avec la chaleur que j'avais l'habitude de manifester. D'une voix calme, mais suffisamment assurée pour couvrir les murmures, j'ai dit que maman avait dit vouloir aborder un sujet important. J'étais là. C'était bien que tout le monde soit réuni. Elle devrait parler directement, lui ai-je dit, et arrêter de tourner autour du pot. Doña Carmen s'éclaircit la gorge, jeta un coup d'œil à Fernando, mon mari, toujours assis en face de moi, la tête baissée, puis prit la parole lentement. Elle annonça avoir invité toute la belle famille à servir de témoin. Elle ne me reprochait plus d'avoir interrompu le traitement. Elle comprenait la souffrance de ses fils, mais sa maladie ne pouvait rester sans soin. Après de nombreuses nuits blanches, expliqua-t-elle, elle avait pris cette décision. Elle marqua une pause, observant les réactions de chacun, puis déclara fermement qu'elle s'occuperait des formalités administratives pour mettre la Porchalet au nom de Fernando. Après tout, il était l'aîné, celui qui devait honorer la mémoire des ancêtres. Une fois le transfert effectué, Fernando et sa femme prendraient en charge tous ses frais médicaux et de subsistance jusqu'à son décès. Elle expliqua qu'elle considérait cela comme un moyen d'utiliser son patrimoine pour garantir des soins, sans déranger personne. Un silence pesant s'installa quelques secondes dans le salon, puis des murmures s'élevèrent, se propageant comme des étincelles dans l'herbe sèche. Je laissai échapper un ricanement discret, presque amusé. Doña Carmen était vraiment rusée. Elle mettait la Porchalet au nom de Fernando, son fils biologique, ce qui signifiait que légalement, il s'agirait d'un don à lui seul, et que je n'aurais aucun droit de regard sur la question. Pourtant, l'obligation de payer ses soins incomberait à Fernando et à sa femme,
ce qui signifiait qu'elle continuerait à vivre à mes crochets tandis que la propriété resterait fermement entre les mains de son fils, une échappatoire magistrale dissimulée sous un vernis d'équité. Cela lui permettait de conserver sa réputation de belle-mère généreuse, tout en me forçant à payer sans me reconnaître le moindre droit. Mais Doña Carmen avait sous-estimé la cupidité de tous les autres présents. La mère de la femme de Miguel, une femme d'affaires avisée du marché de gros, fut la première à frapper la table du poing et à se lever. Elle pointa du doigt Doña Carmen, sa voix résonnant dans la pièce, exigeant de savoir comment cela pouvait être juste. Une Porsche-chalet de 3 millions d'euros était placée au nom du fils aîné, tandis que sa fille héritait de 3 appartements, croulant sous les impôts et les dettes, des biens invendables, inutilisables, de véritables fardeaux. À présent, accusa-t-elle, Doña Carmen voulait tout donner à l'aîné. Et les autres, alors? Demanda-t-elle, avant de répondre avec une amère précision. Alors le père de la femme de Pedro, le visage rouge de colère, intervint d'un ton acerbe et plein de ressentiment. Elle était censée lui offrir une maison, dit-il, mais en réalité, elle la forçait à s'endetter. Maintenant, elle cherchait à se débarrasser de la Porsche-chalet pour se soustraire à ses responsabilités. Les biens devaient être partagés équitablement. Certes, concéda-t-il, la belle-fille aînée avait de l'argent et pouvait assumer une part plus importante, mais les droits devaient être partagés équitablement. Si Doña Carmen agissait ainsi, elle faisait preuve de discrimination, elle acculait sa fille. La dispute a dégénéré en un instant, se transformant en confrontation générale. Le langage poli et courtois que l'on arborait comme un vêtement au quotidien a disparu. À sa place, les mots les plus crus et les plus durs ont fusé, concernant l'argent, les droits de chacun, les personnes exploitées et flouées. Mes belles sœurs, celles qui m'appelaient « sœur », d'une voix mielleuse pour un sac à main ou un parfum, n'avaient plus la présence d'esprit de jouer les douces belles filles. Elles étaient occupées à crier, non pas par amour ou par gratitude, mais pour défendre leurs propres intérêts, leurs propres droits. L'épouse de Pedro, qui se vantait toujours d'être une intellectuelle, était maintenant rouge de colère et s'en prenait violemment à sa belle-mère. Elle la traita d'effrontée. Elle lui reprocha de prétendre les aimer, mais pourquoi l'acte de propriété qu'elle leur avait donné était-il hypothéqué? Si Isabella n'avait rien dit, combien de temps aurait-elle été dupée? Doña Carmen comptait-elle leur faire payer les dettes de la société de son beau-père? Tremblante, Doña Carmen répliqua en hurlant, le visage blême, la traitant d'impoli. Elle cria qu'elle avait élevé leur mari, qu'elle leur avait offert des maisons, et voilà comment elle lui parlait. Quelle maison? S'exclama la femme de Miguel d'une voix cinglante et acide, transperçant la pièce comme du verre. On leur avait légué une maison en ruine, criblée de dettes. Il aurait mieux valu ne rien recevoir du tout. Doña Carmen était rusée, accusa-t-elle, gardant les bonnes choses pour l'aîné et jetant les miettes aux autres. Et elle le dit sans embâge, sans même feindre la politesse. Si la Porsche-chalet n'était pas partagée, sa famille ne débourserait pas un centime pour les médicaments de Doña Carmen. Chacun garderait son argent. Chacun pourrait se débrouiller seul. Mon beau-père, don Alonso, qui était assis en silence, buvant son thé comme une statue, frappa soudain sa tasse avec une telle force qu'elle se brisa. Il hurla à tout le monde de se taire. Cette maison ne regardait pas ses belles-filles, cria-t-il, et il était encore vivant. Son domaine lui appartenait, et il avait le droit de le léguer à qui bon lui semblait. Mais l'autorité du patriarche sembla s'évaporer face à la brutale emprise de l'argent. Les beaux-parents de l'autre côté ne cédèrent pas non plus. Ils s'empressèrent de défendre leur fille, accusant la famille de mon mari de fraude et d'exploitation. J'ai vu la femme d'Andrés, la plus jeune, pleurer en tirant sur la manche de son mari, l'obligeant à se lever et à défendre leurs intérêts. Mais les fils de Doña Carmen, y compris Fernando, restaient assis là, la tête baissée, lâches et pitoyables. Habitués à vivre au crochet de leur mère et de l'argent de leurs épouses, ils étaient désormais plongés dans une véritable lutte pour la survie et complètement désemparés. J'ai regardé Fernando, l'homme que j'avais aimé, l'homme en qui j'avais espéré. Il n'était plus qu'une ombre floue. Il n'osait pas défendre sa mère, ni sa femme, ni affronter ses frères. Il craignait de froisser tout le monde et, au final, de tout perdre. J'éprouvais de la pitié pour lui, et de la pitié pour celle que j'étais devenue. Au milieu de ce chaos, mon téléphone sonna, sa sonnerie stridente et incongrue. Je jetai un coup d'œil à l'écran. C'était mon assistant de confiance. Il savait que j'étais en plein chaos, alors s'il appelait à cette heure-ci, c'était forcément urgent.
Je répondis et portai le téléphone à mon oreille, les yeux toujours rivés sur le spectacle pitoyable qui se déroulait sous mes yeux. « Patronne Isabella, je suis désolé de vous déranger, » dit mon assistant d'une voix urgente et tremblante d'émotion, « mais je viens de recevoir les résultats de vérification de notre partenaire aux États-Unis. C'est capital. Vous devez absolument voir le courriel que je viens de vous envoyer concernant les fonds pour le traitement de Doña Carmen. » Je fronçai les sourcils et lui demandai de se dépêcher et de résumer. « Oui, » a-t-il répondu. Le compte américain au nom de Carmen Alonso affiche actuellement un solde disponible de 1,1 million d'euros. L'historique des transactions montre que ce montant a été transféré progressivement au cours des 5 dernières années. Cela correspond aux dates auxquelles vous avez effectué des virements pour régler des frais d'hospitalisation auprès de Medicocorp. Patron, elle n'a pas utilisé cet argent pour se faire soigner. Elle blanchit de l'argent et accumule des biens à l'étranger. La nouvelle m'a frappé de plein fouet. Tout le bruit autour de moi s'est évanoui comme si un fil avait été coupé. 1,5 million d'euros. 10 millions d'euros. L'argent pour lequel j'avais vendu ma maison, l'argent que j'avais emprunté, l'argent que j'avais économisé jour et nuit pour elle. Il était resté intact, dans sa poche, simplement transféré d'une poche à l'autre, d'Espagne aux États-Unis. J'ai raccroché. Ma main a écrasé le téléphone jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Un frisson m'a parcouru l'échine, s'est propagé dans tout mon corps et s'est transformé en une fureur dévastatrice qui semblait me transpercer l'âme. Je suis resté là, immobile comme une statue au cœur du tourbillon, tandis que les gens autour de moi continuaient de crier et de s'insulter pour quelques euros, ignorant la vérité qui allait leur assécher la gorge. Ils ignoraient que la femme qu'ils s'efforçaient d'éviter de soutenir était, en secret, une millionnaire à la tête d'une fortune colossale dont ils n'auraient jamais osé rêver. J'inspirai profondément, m'efforçant de calmer ma respiration saccadée. J'ouvris le courriel sur mon téléphone et parcourus rapidement le relevé bancaire que mon assistante venait de m'envoyer. Chaque chiffre, chaque date, était d'une clarté glaçante. Le 15 octobre de l'année précédente, j'avais viré 400 000 euros. 3 jours plus tard, le compte américain de Doña Carmen recevait 80 000 $. Le 20 décembre, je payais le deuxième versement, et l'autre compte était à nouveau débité. Une coïncidence, troublante, répétée avec une précision mécanique. Alors, pendant les 5 dernières années, je n'avais pas payé les soins de ma belle-mère. J'avais été un instrument entre ses mains et celles de son fils pour blanchir de l'argent et se construire une vie confortable à l'étranger, dans le cadre d'un plan où mon nom n'aurait probablement jamais dû apparaître. Lentement, je me suis levé. Le mouvement était doux, mais le silence qui s'est installé autour de moi et l'aura glaciale qui semblait émaner de ma peau ont interrompu net les discussions de mes proches. Tous les regards se tournèrent vers moi, curieux et méfiants. Doña Carmen, qui feignait d'avoir le souffle court, tressaillit en me voyant me lever avec cette expression étrange. Son regard se détourna. Je me dirigeai vers le centre de la pièce, pris la télécommande et éteignis la télévision, plongeant le salon dans un silence suffocant. Je fixai Doña Carmen droit dans les yeux. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot résonnait avec clarté, comme le marteau d'un juge assénant un verdict. « Maman, je viens de recevoir des nouvelles très intéressantes des États-Unis, dis-je. Je pense que vous et toute la famille devriez les entendre, pour qu'on arrête de se disputer sur qui doit vendre sa maison pour te sauver. » Doña Carmen sursauta et balbutia, me demandant de quelle nouvelle il s'agissait, ce que je tramais. « Je ne manigance rien, » ai-je répondu. J'ai pris mon téléphone. L'écran s'est illuminé, affichant le relevé bancaire. Je veux juste vous poser une question. Pouvez-vous expliquer à moi et à tous ici présents pourquoi un compte à votre nom, Carmen Alonso, à la Jade Bank aux États-Unis, présente actuellement un solde de 1,1 million d'euros? Ma question a fait l'effet d'une bombe. J'ai eu l'impression que l'air lui-même se fendait. Fernando, qui était assis la tête baissée, s'est redressé d'un bond, le visage blême. Mes belles-sœurs et leurs parents, bouche bée, n'en croyaient pas leurs oreilles. 1 million d'euros, murmura le père de la femme de Pedro, la voix tremblante. Ça fait combien en euros? Presque 10 millions d'euros, répondis-je sans quitter Doña Carmen des yeux. Doña Carmen ne put plus maintenir son calme apparent. Son corps trembla, puis glissa sur le canapé comme si ses os s'étaient liquéfiés. Elle chercha du regard Fernando, implorant son aide, mais celui-ci était figé, le visage ruisselant de sueur. Un silence de mort enveloppa la vaste pièce.
Seule la respiration irrégulière de Donia Carmen et le bourdonnement régulier du climatiseur venaient troubler le silence. Les regards avides de mes beaux-frères et de leur famille passèrent de la stupeur à la colère, puis à un désir ardent, lorsqu'ils posèrent les yeux sur Donia Carmen. 10 millions d'euros en liquide, une somme colossale qu'ils ne toucheraient peut-être jamais, même en travaillant toute leur vie, et pourtant cette vieille femme malade, qui se plaignait sans cesse d'être pauvre et impuissante les possédait. La mère de l'épouse de Miguel fut la première à réagir. Elle se précipita vers Donia Carmen, la voix tremblante d'excitation, exigeant de savoir si ce que je disais était vrai. Elle accusa Donia Carmen d'avoir une fortune colossale, de détenir 10 millions d'euros tout en les forçant à vendre leur maison, et même Isabella à vendre sa dot pour payer les soins. Elle voulait savoir ce qu'il représentait pour elle. Donia Carmen balbutia, les lèvres tremblantes, cherchant désespérément une excuse. Elle dit que ce n'était pas ce genre d'argent, mais des économies pour sa vieillesse, de l'argent qu'elle voulait garder pour ses enfants. De l'argent pour la retraite, ai-je lancé d'une voix glaciale. Vous avez 10 millions d'euros pour votre retraite, et pourtant vous avez laissé votre belle-fille aînée vendre la maison de ses parents. Tu as mendié des prêts partout pour payer chaque pilule. Tu as 10 millions d'euros, et pourtant tu as pris l'argent que je t'avais envoyé pour tes soins, et tu l'as blanchi sur ton propre compte. Tu appelles ça de l'épargne. Moi, j'appelle ça une arnaque. J'appelle ça du vol, le fruit du labeur d'autrui. Maman, ai-je dit, puis je me suis tourné vers Fernando, mon mari, avec qui j'avais partagé 10 ans de ma vie. Fernando, tu étais au courant, toi aussi, n'est-ce pas? Ma voix ne s'éleva pas, mais elle devint tranchante comme une lame. Cet argent a transité par Medicocorp, dont le patron entretient des liens très étroits avec toi. Toi et ta mère avez orchestré cette farce pendant 5 ans, me regardant m'épuiser comme un imbécile pour gonfler votre compte secret. As-tu seulement un être humain? Fernando baissa la tête et n'osa pas dire un mot. Son silence était l'aveu le plus clair. Toute la famille de mon mari me fixa, puis se regarda. Ils comprirent enfin que dans cette partie d'échecs, j'avais été la victime, mais aussi la seule personne lucide à détenir l'élément essentiel, la preuve. Je jetai la demande de divorce sur la table, juste devant Fernando et Donia Carmen. Le papier heurta le bois avec un bruit sec et définitif. Signé. Maintenant, dis-je. Et préparez-vous à me rembourser les 2,8 millions d'euros, plus les intérêts bancaires. Sinon, demain, toutes les preuves de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et d'escroquerie seront remises aux autorités compétentes. Vous ne perdrez pas seulement de l'argent. Toute votre famille ira en prison. Quand Donia Carmen entendit le mot « prison », ses yeux se révulsèrent et, cette fois, elle s'évanouit véritablement. Pourtant, personne, ni ses fils, ni ses beaux-parents, ne se précipita à son secours. Ils restèrent là, la regardant avec dégoût et un air calculateur, absorbés par leurs réflexions sur la manière de dilapider ces 10 millions d'euros ou d'échapper au désastre judiciaire qui s'annonçait. J'ai jeté un dernier regard au chaos. Il ne restait plus une once d'affection dans mon cœur. J'ai pris mon sac, me suis retourné et suis sorti. Le vent nocturne m'a fouetté le visage, emportant les frustrations accumulées depuis trop longtemps. Je savais que la bataille juridique à venir serait encore plus difficile, mais je n'avais pas peur, car j'avais percé à jour leurs âmes sombrées, surtout, j'avais retrouvé ma propre dignité. L'air était lourd dans la pièce, si pesant que j'entendais mon propre cœur battre. Je fixai Fernando, l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance durant toute ma jeunesse. Je lui posai une question dont je connaissais déjà la réponse, mais j'avais besoin de l'entendre de sa propre bouche pour éteindre la dernière lueur d'espoir qui subsistait en moi. Fernando, réponds-moi. Savais-tu qu'il y avait 1,1 million d'euros sur le compte de ta mère? Savais-tu que mes 5 années à payer ses médicaments n'ont fait que transférer de l'argent aux États-Unis? Fernando fixait le sol, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il n'osait pas lever les yeux vers moi, ni vers sa mère. Son silence s'étirait, seconde après seconde, comme un couteau qui me transperçait le cœur. Finalement, il balbutia, la voix rauque, la gorge sèche. Il dit qu'il voulait seulement le meilleur pour sa mère. Elle répondit qu'elle avait besoin d'argent pour sa vieillesse, pour être en sécurité. Il ne pouvait pas lui désobéir. Ce qui était le mieux pour ta mère. J'ai ri, un rire amer qui a résonné contre les murs luxueux et froids. Tu voulais le meilleur pour ta mère, alors tu as comploté avec elle pour tromper ta femme.
Tu m'as vu vendre la maison de mes parents. Tu m'as vu mendier des prêts. Tu m'as vu porter les mêmes vêtements pendant 3 ans parce que j'avais peur de dépenser ne serait-ce qu'1 euro, tandis que ta mère était assise sur une montagne de 10 millions d'euros. Tu appelles ça de la dévotion filiale. Moi, j'appelle ça de la misère, Fernando. Doña Carmen, reprenant ses esprits après son évanouissement, restait immobile sur le canapé, les yeux clos. Elle n'osait pas affronter la dure réalité. Mes belles-sœurs et leurs parents regardaient la mère et le fils avec un mélange de dégoût et de regret. Ils regrettaient de ne pas avoir su plus tôt, de ne pas avoir mis la main sur cette délicieuse tarte, plus tôt, et ils étaient écœurés de réaliser qu'eux aussi n'avaient été que des pions entre les mains de cette vieille femme malveillante. Je me suis approché de la table basse, j'ai saisi la demande de divorce que j'avais déjà signée et je l'ai jetée violemment devant Fernando. La feuille blanche a glissé et atterri à ses pieds, comme un verdict sur 10 ans de mariage rempli de mensonges. Signé. Ne dites plus un mot. Vous me dégoûtez, dis-je. Les biens matrimoniaux seront partagés en deux, et cette dette de 2,8 millions d'euros, je la calculerai avec intérêt direct. Souvenez-vous-en. Vous et cette famille, moi, Isabella, pouvons tolérer des pertes par affection, mais quand l'affection disparaît, j'exigerai jusqu'au dernier centime. Fernando tendit la main comme pour me saisir, murmurant des mots doux pour me calmer, pour qu'on parle dans la chambre. Ne me touche pas. Je repoussai sa main. Mon regard glacial le fit reculer. À partir de cet instant, nous sommes des étrangers, dis-je. Préoccupe-toi de ton devoir filial. Reste avec ta mère millionnaire. Je vais refaire ma vie. Je me retournai et partis rapidement. Le bruit de mes talons sur le sol de marbre froid était net, régulier, définitif. Derrière moi, les gémissements de Doña Carmen reprirent, et les injures entre mes beaux-frères et belles-sœurs commencèrent à fuser. Cette famille ostentatoire, ce faux monument au bonheur, s'est finalement effondré sous mes yeux. J'ai déménagé le soir même, louant temporairement un appartement de luxe avec services hôteliers en centre-ville. La chambre était spacieuse, confortable, et pourtant la solitude m'envahissait chaque nuit. Malgré tout, je me refusais à faiblir. Je savais que la bataille juridique contre la famille de mon mari ne faisait que commencer, et je devais être plus lucide que jamais. Ricardo travaillait avec une efficacité impitoyable. À peine 2 jours après mon départ, il me convoqua dans son bureau, un épais dossier à la main. Son expression était plus grave que d'habitude, son regard mêlant prudence et inquiétude. « Isabella, c'est plus compliqué que tu ne le penses », commença-t-il en me tendant le dossier. Les 1,1 million d'euros sur le compte de Doña Carmen ne proviennent pas simplement de ses économies ou des revenus accumulés grâce à ses anciennes petites entreprises. Je fronçai les sourcils, pris le dossier et feuilletai les pages remplies de chiffres, de relevés bancaires et de noms de sociétés inconnues. Que voulez-vous dire? D'où vient cet argent? Vous souvenez-vous que votre beau-père, Don Alonso, était directeur d'une usine d'exportation de bois appartenant à l'État avant sa retraite? Demanda Ricardo en désignant un diagramme complexe de flux financiers. Il y a 7 ans, cette usine a fait l'objet d'une enquête pour la disparition d'une importante quantité de matières premières et de salaires impayés, mais l'affaire a été classée faute de preuves. Ce rapport montre qu'une somme importante provenant des partenaires étrangers de l'usine a transité par des sociétés écrans, dont Medicocorp, pour finalement atterrir sur le compte personnel de Doña Carmen. Le tout sous couvert de paiement de frais d'hospitalisation et de prise en charge de frais médicaux. J'ai été glacial. Le cancer de ma belle-mère n'était donc pas seulement un prétexte pour me soutirer de l'argent, mais aussi un moyen idéal de blanchir les fonds détournés par Don Alonso. Ils ont exploité ma dévotion filiale et ma confiance. Ils ont utilisé l'argent propre que j'avais obtenu de la vente de la maison de mes parents pour blanchir de l'argent sale. Je croyais que Doña Carmen était simplement avide et égoïste, mais il s'avérait que toute la famille était une bande criminelle organisée, dissimulée sous le masque d'une famille respectable. Don Alonso était donc le véritable propriétaire de cet argent. Ma voix tremblait d'horreur. Oui, acquiesça gravement Ricardo. Il a utilisé Doña Carmen comme prête-nom pour le compte à l'étranger, et vous comme intermédiaire pour transférer l'argent légalement. Si cela est découvert, Don Alonso sera très certainement poursuivi pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Pour 1,1 million d'euros, vous savez, la peine ne sera pas inférieure à 20 ans de prison. J'ai laissé tomber le dossier sur le bureau, la nausée me prenant à la gorge. J'avais vécu avec ces gens pendant 10 ans. Je les avais appelés père,
mère et mari. Je les avais servis de tout mon cœur, pour finalement découvrir que je n'étais qu'un pion dans leur jeu d'échecs entaché de crimes. La haine m'envahit, féroce et implacable. Non seulement il m'avait volé mon argent et ma jeunesse, mais il m'avait aussi rendu complice malgré moi d'un crime. Je levai les yeux vers Ricardo, le regard fixe et dur. Prépare toutes les preuves. Je ne leur laisserai aucun répit. Ils ont voulu me manipuler. Je vais leur montrer ce que signifie être frappé par sa propre verge. Ricardo me regarda et hocha la tête avec détermination. Très bien. Je te soutiendrai autant que possible, mais fais attention. Un animal acculé mort. 2 jours plus tard, j'étais assise à mon bureau en train d'examiner des contrats commerciaux lorsque mon assistant a frappé à ma porte. Son visage était crispé par la confusion. Patronne Isabella, quelqu'un souhaite vous voir. C'est votre beau-père, Don Alonso. Il insiste pour attendre dans le hall d'accueil. Il ne partira pas tant qu'il ne vous aura pas vu. J'ai pris une expression sombre. Je n'étais pas surpris. Je savais que la nouvelle que je détenais des preuves de blanchiment d'argent serait parvenue aux oreilles de Don Alonso. J'ai fermé mon ordinateur portable, ajusté mon costume et dit, faites-le entrer. La porte s'ouvrit et Don Alonso entra. Cet homme digne et respectable, qui jadis se tenait avec une assurance hautaine, sermonnant sa belle-fille du haut de son trône, paraissait désormais amaigri. En quelques jours seulement, il semblait avoir pris 10 ans. Ses cheveux avaient blanchi, ses yeux étaient cernés et enfoncés, ses vêtements froissés. Il avait l'air d'une âme perdue. Il jeta un coup d'œil à mon bureau luxueux, et une lueur de peur et de malaise traversa son regard. « Isabella, dit Don Alonso d'une voix rauque et tremblante, ma fille, je suis venu te voir. » Je ne me levai pas pour lui offrir à boire. Je ne l'appelais plus père comme avant. Assise dans le fauteuil du réalisateur, les bras croisés, je le regardais avec la froideur d'un partenaire d'affaires face à une table de négociation. Don Alonso, inutile de jouer la comédie, dis-je. Vous n'êtes pas venu vous enquérir de ma santé, n'est-ce pas? Dites ce que vous aviez à dire, tout simplement. Mon temps est précieux. Don Alonso s'avança en traînant les pieds, tremblant et s'agrippant au bord de mon bureau pour se stabiliser. Isabella, je sais. Je sais que ma famille vous a fait du mal. Pour ma femme, pour Fernando, je vous présente mes excuses. Mais, mon enfant, pourrais-tu ignorer cette affaire de compte aux États-Unis? Ne porte pas l'affaire devant les tribunaux. Je t'en supplie. La voix de Don Alonso tremblait tandis qu'il implorait, comme si le simple mot « justice » pouvait lui briser les os. Pourquoi devrais-je l'ignorer? Demandai-je d'une voix ferme, assurée, implacable. Tu m'as trompé pendant 5 ans. Tu as volé l'argent de ma sueur et de mes larmes. Et maintenant, tu me demandes de l'ignorer? Tu me prends pour une sainte? Je sais, balbutia Don Alonso. La sueur ruisselait sur son front. Mais si cela est découvert, j'irai en prison. Toute la maison s'écroulera. Mon enfant, pour ces 10 années passées ensemble, pour Fernando, donne-moi une chance de m'en sortir. Et puis, sans prévenir, Don Alonso tomba à genoux. L'homme qui avait jadis été directeur, le chef de famille autoritaire, s'agenouilla sur le sol froid devant son ancienne belle-fille. Un instant, je fus stupéfait, mais la surprise se mua aussitôt en dégoût. Il ne s'agenouillait pas par remords. Il s'agenouillait par peur, désespéré de sauver sa vie et sa réputation usurpée. « Veuillez vous relever, dis-je d'un ton neutre. Agir ainsi ne fait que vous rendre plus pitoyable. Vous m'avez appris à vivre la tête haute. Pourquoi la vôtre est-elle si basse maintenant? » Il s'avéra donc que ces principes n'étaient que des paroles en l'air, un voile dissimulant la pourriture. Don Alonso resta à genoux. Des larmes coulaient sur son visage ridé. Il supplia de nouveau, avouant avoir détourné cet argent depuis longtemps, et expliqua qu'il voulait le garder pour que Fernando puisse émigrer un jour. Il ajouta qu'il n'aurait jamais imaginé que les choses en arriveraient là, et que je pouvais lui demander n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pourvu que je garde le silence. Je le laissai là quelques minutes de plus, le temps qu'il goûte au prix de l'avidité et du mensonge. Puis je me levai lentement, contournai le bureau et m'arrêtai devant lui. Je le dévisageai, le regard perçant comme une lame. Chaque mot que je prononçais était froid, précis, définitif. Très bien. Je vous donne une dernière chance.
Mais souvenez-vous bien de ceci, il s'agit d'une négociation, pas d'une aumône. Don Alonso releva la tête, l'espoir brillant dans ses yeux comme une allumette dans le noir. Dites-moi. J'accepterai n'importe quelle condition. J'ai levé 3 doigts et énuméré chaque condition avec précision. Premièrement, remboursez-moi immédiatement 2 800 000 €, capital investi ces 5 dernières années et intérêts bancaires calculés au taux du prêt commercial compris. L'argent doit être sur mon compte dans les 24 heures. Don Alonso déglutit difficilement et hocha la tête à plusieurs reprises, promettant de s'exécuter et ajoutant qu'il vendrait des terres dans le village. Deuxièmement, poursuivis-je d'un ton plus ferme. Doña Carmen doit venir en personne à ce bureau et présenter ses excuses publiquement devant mes employés. Elle m'a humilié devant ma famille. Elle doit maintenant laver mon honneur. Je veux qu'elle reconnaisse sa tromperie et ses mensonges. Don Alonso pâlit. Il savait combien Doña Carmen était fière. La forcer à s'excuser auprès de sa belle-fille revenait à la tuer. Mais lorsqu'il croisa mon regard inflexible, il comprit qu'il n'avait aucun droit de négocier. Je vais demander à ma femme de le faire, a-t-il dit. Et troisièmement, ai-je conclu. Régler le divorce avec Fernando immédiatement. Je veux que tout se fasse à l'amiable et rapidement. Les biens matrimoniaux seront partagés en 2. Je ne prendrai pas un centime de ce qui vous appartient, mais je ne vous laisserai pas non plus garder un seul euro des miens. Après le divorce, je n'aurai plus aucun lien avec cette maison. Et si vous, ou quelqu'un de votre famille, osez encore me harceler, moi ou ma famille, ce dossier sera immédiatement envoyé. Don Alonso baissa la tête, tremblant. Il savait qu'il avait tout perdu, argent, honneur, même sa belle-fille qui lui avait été si dévouée. Mais pour conserver sa liberté, pour éviter la prison à son âge, il n'avait d'autre choix que d'accepter. J'accepte, murmura-t-il d'une voix faible. Puis il ajouta qu'il ne disposait pas de 2,8 millions en liquide immédiatement. Il possédait une scierie clandestine en périphérie. Il la vendrait le jour même. Il implora un délai d'1 jour. Je serrai les lèvres. Il y avait donc encore une autre réserve cachée. Outre les 1,1 million, cette famille dissimulait bien des secrets. Très bien, dis-je. Vous avez 24 heures. Demain à la même heure. Si l'argent n'est pas sur mon compte, préparez-vous à accueillir la police. La nouvelle que la famille Alonso, si respectable, dans le quartier, vendait ses biens à la hâte se répandit comme une traînée de poudre. Agents immobiliers et traders murmuraient que la famille était en faillite ou en difficulté avec la justice, qu'elle avait besoin d'argent de toute urgence, peut-être même pour des pots de vin. Assise dans mon bureau climatisé, j'écoutais Ricardo me donner des nouvelles au téléphone. Je ne ressentais ni triomphe, ni excitation, seulement une légère et amère tristesse, ainsi qu'une ironie mordante envers ce qu'ils appelaient une famille modèle. La voix de Ricardo exprimait un mélange d'exaspération et d'amusement forcé. Isabella, tu ne peux pas l'imaginer, dit-il. Don Alonso vient de brader cette scierie secrète en périphérie, à un prix dérisoire, à peine les 2/3 de sa valeur marchande, juste pour se faire de l'argent au plus vite. Mais le pire, c'est que les belles-filles adorées de Doña Carmen, dès qu'elles ont flairé l'argent, se sont précipitées chez le notaire pour réclamer leur part. Il s'avéra que dès que les 3 belles-sœurs réalisèrent que leurs beaux-parents allaient se retrouver sans le sou, contraints de rembourser les détournements de fonds et de régler ma dette, elles laissèrent tomber leur masque de dévotion. Elles comprirent enfin que les 3 appartements, offerts, n'étaient que des mirages, un piège rempli de risques juridiques et de dettes. Aussi, voyant Don Alonso brandir l'épaisse liasse de billets provenant de la vente de l'usine, elles se précipitèrent comme des papillons de nuit attirés par la lumière. Ricardo raconta que la scène chez le notaire était un véritable drame, auquel de nombreuses personnes avaient assisté. L'épouse de Miguel, la plus agressive, empoigna Don Alonso par la manche et hurla que le produit de la vente de l'usine devait être partagé avec eux. Elle avait servi cette famille pendant des années, cria-t-elle, et maintenant il payait la dette d'un inconnu tout en les laissant mourir de faim. L'épouse de Pedro ne se retint pas non plus, hurlant que son mari, le 2e fils, avait davantage contribué et méritait une part équitable. Le chaos devint si intense que les agents de sécurité durent intervenir. Et les 3 fils, devenus adultes, ne parvinrent pas à apaiser leurs épouses. Ils restèrent là, le regard empli de ressentiment. Chacun craignait plus que l'autre de perdre quoi que ce soit. Don Alonso, qui jadis dominait la pièce, se tenait désormais au milieu d'un cercle formé par ses propres enfants. Son visage était pâle, impuissant,
désespéré, et à cet instant, il comprit que ce qu'il avait élevé pendant des années n'était pas de l'affection, mais de la cupidité. Lorsque l'argent vint à manquer, la façade d'une famille heureuse se brisa comme une bulle de savon. Cet après-midi-là, la pluie tombait sans discontinuer. Mon assistant entra dans mon bureau, l'air soucieux. Patronne Isabella, Doña Carmen est en bas, dans le hall. Elle est trempée. Elle dit vouloir s'excuser. La sécurité a essayé de l'évacuer, mais elle est restée à genoux, en larmes. Cela attire beaucoup l'attention. J'ai expiré lentement et refermé le dossier. Doña Carmen, d'ordinaire si élégante et digne, avait maintenant recours à une stratégie pitoyable, implorant ma pitié. J'ai hoché la tête, lui faisant signe de se relever. La porte s'ouvrit et je faillis ne pas reconnaître la femme qui se tenait devant moi. Doña Carmen semblait avoir pris 10 ans en quelques jours. Sa coiffure sophistiquée était en désordre. L'arrogante robe de velours rouge de la fête d'anniversaire avait laissé place à des vêtements sombres et froissés. Elle entra avec hésitation, le dos voûté comme un criminel attendant son jugement. Quand elle m'a vu, elle s'est précipitée vers moi et a tenté de me saisir la main, mais j'ai reculé, gardant mes distances. Elle s'est arrêtée et a éclaté en sanglots, ses pleurs empreints de tristesse et de désespoir. Elle a dit qu'elle s'était trompée, qu'elle était désolée et m'a supplié de la pardonner. Elle m'a aussi supplié de pardonner à mon père. Elle a dit que mon beau-père avait tout vendu, mais qu'il lui manquait encore un peu d'argent. Pourrais-je leur accorder un peu plus de temps? Elle a juré que Fernando me dédommagerait pour le restant de mes jours. Je la regardais sans éprouver la moindre compassion, seulement un dégoût las. Je m'assis sur ma chaise et parlais froidement. Doña Carmen, arrêtez de jouer la comédie. Vous n'êtes pas venu ici pour vous excuser par remords de m'avoir trompé. Vous êtes venu par peur d'aller en prison, par peur de perdre tout votre argent, n'est-ce pas? Si je n'avais pas découvert votre manège aujourd'hui, m'auriez-vous respecté, ou auriez-vous continué à m'étrangler jusqu'à ce que mort s'ensuive? Doña Carmen était sans voix. Les larmes continuaient de couler, mais ses yeux, agités, trahissaient sa panique. Elle balbutiait qu'elle était vieille, qu'elle était devenue sénile, qu'elle voulait seulement s'occuper de ses enfants et petits-enfants. Prends soin de tes enfants et petits-enfants, ai-je interrompu d'une voix ferme. En trompant ta belle-fille. Tu dis aimer Fernando, mais tu as fait de lui un homme pitoyable et lâche, dépendant de sa mère. Tu dis aimer tes petits-enfants, mais tu leur as appris la tromperie et l'avidité. Tu ne m'as pas seulement déçu. Tu as bafoué ta propre dignité. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Je ne voulais plus voir ce visage hypocrite. Partez, ai-je dit. Mon beau-père a promis de tout payer. Je ne laisserai pas passer un seul centime. Quant à ses excuses, je ne les accepte pas. Elles sont trop mesquines. Elles ne suffisent pas à me rendre 5 ans de ma jeunesse et ma confiance. Doña Carmen, tremblante, se tenait là, agrippée au dossier de sa chaise. Elle comprit que sa dernière tentative de manipulation émotionnelle avait échoué. Je n'étais plus la belle-fille naïve qu'elle pouvait encore manipuler. Elle partit à contre-cœur, le dos courbé, seule et pitoyable. Dehors, la pluie continuait de tomber, froide et implacable, à l'image de la fin qu'elle devait accepter. 24 heures jour pour jour après mon ultimatum, mon téléphone a émis une brève notification. J'ai ouvert le message de ma banque. Le solde s'affichait clairement, plus, 2,800 €. La description du virement ne contenait qu'un seul mot, paiement. Aucune excuse. Aucun message affectueux. Juste une transaction directe pour acheter la paix et la liberté. Je tenais mon téléphone dans ma main et fixais la longue suite de zéros. J'aurais dû ressentir de la joie, le triomphe d'avoir obtenu justice, la satisfaction d'avoir triomphé de ceux qui étaient sans scrupules. Mais étrangement, j'avais la poitrine lourde. Cette somme était véritablement colossale, de quoi acheter une magnifique maison, de quoi vivre confortablement pendant très longtemps. Et pourtant, pour moi, ce n'était pas de elle, argent, au sens simple et clinquant que l'on s'en fait. C'était le prix de 5 années volées, 5 années passées à me morfondre dans cette cuisine, 5 années à encaisser chaque parole cruelle, 5 années à refouler mon propre bonheur pour qu'il prenne moins de place. J'ai revu mes parents, le jour où ils ont vendu la maison familiale pour me donner l'argent afin de sauver ma belle-mère. Les yeux de mon père étaient emplis de chagrin, et pourtant, il essayait de me réconforter.
Ma mère essuyait ses larmes en cachette dans la cuisine, détournant le visage pour que je ne la voie pas. Pour n'importe qui d'autre, 2,8 millions d'euros représentaient une fortune. Pour moi, c'était le sang et les larmes de mes parents. J'ai pris une grande inspiration et essuyé la larme qui avait perlé au coin de mon œil. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et effectué un autre virement. J'ai envoyé la quasi-totalité de cette somme sur le compte de mon père, accompagné d'un court message qui sonnait comme un serment. Papa, maman, j'ai récupéré notre maison. Ne vous inquiétez plus pour moi. Votre fille a encore frappé. Quand j'ai appuyé sur « Envoyer », j'ai eu l'impression qu'un poids énorme, qui pesait sur mon cœur depuis des années, venait enfin de s'envoler. J'avais remboursé ma dette de gratitude envers mes parents, même si je savais qu'un enfant ne pourrait jamais pleinement rendre la gentillesse de ses parents. J'ai gardé l'argent restant comme capital, la graine d'un avenir que j'avais trop longtemps repoussé, le projet d'entreprise que j'avais toujours envisagé mais que je n'avais jamais osé lancer, trop occupé à être la bonne belle-fille de quelqu'un. J'ai contemplé la ville illuminée. Les lumières vives scintillaient comme des étoiles d'espoir, et une vérité simple s'est imposée à moi avec une force tranquille. L'argent perdu peut se regagner, mais la dignité et le respect de soi sont irrécupérables. J'avais retrouvé les deux. Désormais, chaque euro gagné appartiendrait à mon propre bonheur et à ceux qui m'aiment vraiment, et non à l'exploitation de personnes ingrates et sans scrupules. Le jour de l'audience, il ne pleuvait pas, mais le ciel était gris et pesant. De sombres nuages bas s'amoncelaient, comme pour annoncer une tempête qui n'avait pas encore éclaté, ou peut-être n'était-ce que le vestige de la tempête qui grondait dans mon cœur, enfin apaisé. Je suis arrivé en avance et me suis assise dans la salle d'attente, impeccable dans mon tailleur noir. Cette fois, je suis venu seul. Je n'avais pas besoin de Ricardo. Je voulais clore définitivement ce chapitre de ma vie de ma propre main. Fernando arriva avec 15 minutes de retard. Lorsqu'il entra, je reconnus à peine l'homme qui avait été si beau et si brillant. Il paraissait épuisé, les joues creuses, la barbe mal rasée, les vêtements froissés et négligés, seul, le regard hébété de quelqu'un qu'on aurait arraché à un rêve et laissé pour mort. Ses yeux, profonds et cernés, exprimaient la fatigue et le désespoir. Nous nous assîmes en face du médiateur, et Fernando me regarda avec la supplication pitoyable d'un homme qui a perdu toute fierté. Lorsque le fonctionnaire nous a demandé notre décision finale, Fernando s'est penché vers moi, la voix rauque. Il m'a supplié de ne pas divorcer. Il m'a dit que son père avait tout vendu pour me rembourser. Les maisons étaient hypothéquées. Maintenant, toute sa famille devait déménager au village, dans la vieille maison que sa grand-mère avait laissée derrière elle. Il disait avoir tout perdu et me demandait une chance de recommencer à zéro. Il a promis de changer. Il a promis de m'écouter. J'ai regardé Fernando et écouté ses vaines promesses, et mon cœur s'est glacé. Il se plaignait de la pauvreté, de sa misère, espérant que je m'attendrisse par pitié. Mais il avait oublié ce qui m'avait poussé à bout. C'était sa faiblesse. C'était sa complicité. Si je n'avais jamais découvert le secret financier, serait-il là aujourd'hui à mendier, ou serait-il encore en train de se prélasser avec sa mère et ses frères, dépensant l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, comme si c'était un droit acquis? Fernando, dis-je d'une voix calme mais ferme, tu as laissé passer ta chance depuis longtemps. Depuis le jour où tu es resté planté là à regarder ta mère m'humilier à la fête. Depuis le jour où tu savais qu'elle avait de l'argent et où tu m'as quand même forcé à vendre ma maison. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais le confort et l'argent que je rapportais. Maintenant que tu as tout perdu, tu te souviens soudain de moi. C'est trop tard. J'ai pris le stylo et signé la demande de divorce d'un trait net et régulier. Le crissement de la pointe sur le papier a résonné comme un rideau qui se déchire, le passé enfin arraché. J'ai tendu le document à Fernando. Signe, ai-je dit. Garde au moins le peu de dignité qu'un homme puisse avoir. Ne me fais pas te mépriser davantage. La main de Fernando tremblait lorsqu'il prit le stylo. Des larmes coulèrent sur la table. Finalement, il signa, son écriture tremblante et irrégulière. Après le choc de la perte de sa fortune et de l'abandon de ses belles-filles qui l'entouraient autrefois, Doña Carmen fut victime d'un véritable AVC. Cette fois, point de simulation, point de mise en scène. Elle resta paralysée, la bouche déformée, incapable de parler. Tous ses besoins personnels dépendaient d'autrui. Ironie du sort, les trois belles-filles qui rivalisaient jadis de flatterie pour obtenir une maison lévitée désormais, ne lui rendaient plus visite,
ne se souciait plus d'elle. Elle prétextait être occupée, avoir des enfants. L'épouse de Miguel déclara même sans vergogne, l'aîné a gardé la maison, qu'il s'en occupe. Nous, les belles-filles, n'avons rien reçu, nous n'avons donc aucune responsabilité. Les appartements, qui n'avaient été qu'un mirage, furent saisis par la banque après la faillite de la société écran de Don Alonso, dispersant les 3 petites familles comme des feuilles mortes emportées par le vent. Les époux se disputaient sans cesse à propos des dettes. Fernando se retrouva seul responsable de sa mère paralysée et de son père âgé et ruiné. Il dut quitter son emploi à cause du scandale familial. Sans argent pour embaucher de l'aide, il dut tout faire lui-même. Celui qui avait été un enfant gâté, n'ayant jamais vu l'eau, dut désormais apprendre à changer les couches, à donner la bouillie à la cuillère et à laver sa mère. Mes amis m'ont raconté avoir vu Fernando pousser le fauteuil roulant de sa mère dans un parc près de son modeste appartement de location en périphérie. Il paraissait vieux et usé, ses vêtements froissés et poussiéreux. Doña Carmen était assise dans le fauteuil, la salive coulant, le regard vide, perdu dans le vague. Peut-être, lors de ces longues nuits de souffrance, se souvenait-elle des jours où je prenais soin d'elle dans cette clinique internationale 5 étoiles, mangeant et buvant à satiété, baignée dans un luxe qu'elle n'avait jamais payé. Mais il était trop tard. C'est son avidité sans borne qui l'a précipité du sommet de la gloire dans l'abîme de la solitude et de la maladie. En entendant cela, je me contentais de soupirer et de prendre une gorgée de thé chaud. Je ne les haïssais plus, car leur situation actuelle était déjà un véritable calvaire. Cet automne-là, mon cabinet de conseil et d'investissement ouvrit officiellement ses portes. Nos bureaux se situaient au 18e étage d'un immeuble moderne en verre, dominant la ville scintillante. Debout devant le miroir, j'ajustais le col de mon tailleur blanc et observais mon reflet. Elle souriait avec assurance. Son regard n'exprimait plus la résignation et la tristesse d'une belle fille dévouée, mais la force et le courage de celle qui avait survécu à la tempête. La cérémonie d'ouverture était à la fois intime et solennelle, en présence de nombreux partenaires, amis et personnes qui m'avaient soutenu tout au long de cette aventure. Lorsque je suis monté sur scène, que j'ai pris le micro et que j'ai aperçu des visages familiers, j'ai senti ma gorge se serrer. Je n'avais pas préparé de discours lyrique. Je voulais simplement partager les mots les plus sincères, puisés dans mon propre vécu. Chers invités, commençai-je d'une voix douce, il n'y a pas si longtemps, j'étais une femme qui dépendait entièrement du sourire d'autrui pour être heureuse. Je croyais que le sacrifice était la clé de l'unité familiale, que la patience était la vertu d'une bonne épouse, mais la vie m'a appris une leçon coûteuse, ne jamais confier sa vie à la bonté des autres, pas même à celle de sa propre famille. J'ai marqué une pause, ravalant mes émotions, puis j'ai repris, nous, les femmes, pouvons aimer de tout notre cœur. Nous pouvons nous sacrifier pour notre famille, mais nous ne devons jamais nous perdre. Nous devons maîtriser nos finances. Nous devons avoir une carrière. Et surtout, nous devons nous respecter. Quand on est indépendante, on a le droit de choisir son propre bonheur, au lieu d'attendre la charité d'autrui. Cette entreprise n'est pas seulement ma passion pour le monde des affaires, c'est aussi la preuve qu'après la pluie, le beau temps, et que l'on a toujours la possibilité de recommencer, plus fort qu'avant. Les applaudissements continuaient de fuser. J'ai vu des amis les larmes aux yeux, comme s'ils avaient trouvé un écho de leur propre histoire dans la mienne. Mes parents étaient assis au premier rang, les yeux brillants d'une immense fierté. Mon père hocha légèrement la tête, un hochement qui valait 1000 mots, confirmant que sa fille avait véritablement mûri et avait enfin trouvé sa propre valeur. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air. Soudain, une voix grave et familière a retenti derrière moi. « Isabella, tu es toujours la même, mais tu sembles rayonner encore davantage. » « Félicitations, patron. » Surprise, je me suis retourné et j'ai reconnu l'homme appuyé sur la rambarde, 2 verres de vin rouge à la main. C'était Alvaro, mon vieil ami de fac, et aussi mon coup de cœur de l'époque. Il était plus beau maintenant, plus mûr dans son costume, mais son sourire doux et son regard chaleureux étaient restés les mêmes. Je l'appelais sans cacher ma surprise. Je croyais qu'il vivait à l'étranger. Alvaro s'approcha et me tendit un verre. Il me regarda comme s'il cherchait l'ami d'antan. Il m'expliqua qu'il était rentré en Espagne 6 mois auparavant et qu'il était là aujourd'hui en tant que représentant du fonds d'investissement partenaire de ma société. Le monde est petit, dit-il, puis, avec un demi-sourire, il ajouta que j'étais son patron. Nous avons trinqué, et le tintement joyeux des verres sembla dissiper les derniers vestiges du passé.
Nous sommes restés là à évoquer le bon vieux temps, à nous interroger sur nos vies actuelles. Alvaro m'a confié avoir divorcé 2 ans auparavant, faute d'accord sur leur mode de vie. Il se concentrait désormais sur sa carrière en Espagne. En entendant mon histoire, il ne m'a pas submergé de pitié ni de tristesse excessive. Il m'a simplement écouté, en silence, hochant la tête avec empathie de temps à autre. Il m'a dit sincèrement que j'étais courageuse, et que tous ceux qui traversent une telle épreuve n'ont pas le courage de se relever et de recommencer. Il avait toujours su que j'étais forte à l'université, a-t-il ajouté, mais il ne s'attendait pas à une telle résilience. Ces paroles me firent légèrement rougir, une douce chaleur m'envahissant la poitrine. Il y avait longtemps qu'un homme ne m'avait pas reconnu et apprécié pour mes compétences, pour ce que j'étais vraiment, et non parce que j'étais la belle-fille, l'épouse ou la source de revenus de quelqu'un. Je le remerciai en lui souriant, et lui dis que la vie m'avait acculé. Si je ne me relevais pas, que pouvais-je faire d'autre? Mais grâce à cela, j'avais enfin compris où résidait ma véritable valeur. Tu es célibataire maintenant, plaisanta-t-il, moi aussi, bien que son regard fût sérieux. Qui sait, dit-il, c'est peut-être l'occasion de faire connaissance à nouveau. Il se souvenait même que j'aimais le café noir sans sucre et que j'écoutais du jazz. Un après-midi de week-end, j'étais assise seule sur le balcon de mon nouvel appartement. Je sirotais une tisane à la camomille et contemplais le coucher de soleil qui embrasait la ville. Je l'avais acheté grâce aux bénéfices de mon entreprise et à une partie de l'argent récupéré auprès de la famille de mon ex-mari. Il n'était pas aussi grand que mon ancien Port-Chalet, mais j'avais choisi et soigné chaque recoin avec soin. C'était un endroit chaleureux et étrangement paisible. Le téléphone posé sur la table vibra. L'écran s'illumina, un message d'un numéro inconnu. Je le pris et le lus. La première chose que je vis fut une vieille photo de mariage de Fernando et moi. Le sourire radieux et naïf de ce jour-là me semblait incroyablement lointain. En dessous, un court message. Il disait que c'était l'anniversaire de la mort de son père et que sa mère n'arrêtait pas de prononcer mon nom. Si j'avais encore un peu d'affection pour lui, je lui demandais de revenir allumer une bougie en sa mémoire. Il écrivait que sa mère et lui étaient profondément désolés. J'ai fini de lire et mon cœur est resté impassible. Je ne ressentais plus ni douleur ni colère comme avant. Que leurs regrets soient sincères ou fins n'avait plus aucune importance. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas supprimé immédiatement non plus. Je suis simplement allé dans les paramètres et j'ai bloqué ce numéro définitivement. Le passé était mort, et je n'avais aucun besoin de raviver de douloureux souvenirs. Je leur avais donné 5 ans de ma jeunesse, 5 ans de sacrifice. C'était plus que suffisant. Désormais, je ne leur devais plus rien, pas même une once d'affection. Le silence et l'oubli étaient la vengeance la plus civilisée et la plus cruelle. Le vent du soir souleva mes cheveux et emporta le parfum enivrant des fleurs sauvages. Je posai mon téléphone, m'étirai et respirai à plein poumon cet air de liberté. Ma vie était désormais bien remplie, mais pleine de sens. Demain matin, j'avais une réunion importante avec un associé, à midi un déjeuner avec mes parents, et le soir, peut-être accepterais-je l'invitation d'Alvaro à aller écouter de la musique. J'ignorais ce que l'avenir me réservait, si je me remarierais ou si je vivrais heureux seul. Mais une chose était sûre, je ne laisserais plus jamais la tragédie de la dépendance me consumer. Je levai les yeux vers le ciel. Les étoiles commençaient à scintiller sur le fond violet. Après l'orage, le ciel s'était dégagé et moi, la femme qui avait traversé le chaos, j'avais enfin trouvé la paix intérieure, une paix acquise au prix de larmes et de souffrances, et d'une valeur inestimable.